Voilà, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux à ce webinaire, hein. J'ai à peu près 650 inscrits. Après, il y a pas 650 personnes qui vont venir, probablement, mais on est déjà assez nombreux. Donc, j'attendais quelques minutes pour qu'on puisse commencer. Alors, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui. Bienvenue pour pour ceux pour qui c'est la première fois. Personnes qui vont assister à mon webinaire pour la première fois. Merci à ceux qui ont assisté à mon précédent webinaire sur les investissements ou sur les retours en France. Merci de revenir. Vous allez voir, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez voir qu'on va rentrer pas mal dans le détail. On va faire à peu près une heure de présentation, un trois quarts d'heure, une heure de présentation. Et puis, officiellement, une demi-heure de questions. Officieusement, en général, j'ai énormément de questions, donc ça peut prendre toute l'heure. J'essaie de répondre à toutes les questions. C'est pas toujours possible, mais j'essaierai de répondre à un maximum de questions possibles. Euh, si vous avez des questions, attendez la fin de la présentation. Alors, vous pouvez me poser des questions pendant la présentation, mais je ne m'arrêterai pas pour répondre à vos questions parce que ça bloque un peu le flow. Et puis surtout que j'ai quelquefois des questions euh, où la réponse va être de toute façon dans la présentation. Hein, donc, essayez d'attendre la fin de la présentation. Et je vais répéter ça, vous allez voir. Pendant la présentation, je vais répéter ça quelques fois. Posez-moi vos questions à la fin ou même pendant la présentation, ça ne pose pas de problème, mais je répondrai à toutes les questions à la fin. Alors, avant de commencer, donc je suis soumis à pas mal de régulations en tant que conseiller financier. Donc moi, je suis fiduciary, donc je dois mettre votre meilleur intérêt avant le mien. Ça paraît évident, mais ce n'est pas le cas de la majorité des conseillers financiers aux États-Unis. Et donc, à cause de ça, je dois faire un certain nombre de disclaimers, d'avertissements, hein. Donc, ce que je vais vous dire ici, c'est basé sur mon expérience, c'est basé sur mes connaissances. J'ai travaillé avec des centaines de personnes, de Français aux États-Unis. Donc, c'est basé sur ça. Euh, il se peut que entre ce que je sais, ce que je vous dis, que vous comprenez, il y ait un gap, hein. Il y a une différence. Et donc vérifiez s'il y a des choses où vous êtes un peu surpris ou vous avez entendu l'inverse, etc. Vous pouvez m'envoyer un email ou vous pouvez me le dire dans les questions. Mais ça ne remplace pas, ce webinaire ne va pas remplacer une situation où vous parlez à un conseiller financier ou un professionnel, euh, vous parlez de votre situation. Hein, ça va vous donner pas mal d'infos, mais ça remplace pas un travail particulier sur votre situation particulière, car chaque situation est particulière. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va pas trop parler de ça un petit peu, on va parler des investissements. Mais si jamais j'ai une question et on parle de performance ou de choses comme ça, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Euh, donc ça, il faut le savoir. Et puis voilà. Donc c'est pour information. Tout ce que je vais vous dire, c'est pour information seulement. Il ne s'agit pas de conseils financiers sur votre situation particulière. Alors, j'ai d'autres webinaires, hein, comme je le disais en tout début. Donc celui-là, on va parler des points principaux sur la préparation de la retraite, la préparation de la retraite. Hein, j'insiste bien là-dessus. Si vous êtes déjà en retraite, ça peut vous aider. Ou si vous êtes très proche de la retraite, bah, c'est un peu trop tard pour la préparer. On va parler de la retraite en elle-même, mais c'est pas ma spécialité, c'est pas faire la paperasse avec la Social Security aux États-Unis, la caisse des retraites en France. Je connais un certain nombre de choses. Je travaille avec des retraités aussi, mais c'est pas. Mais là, on va vraiment parler de la préparation à la retraite. Je vais essayer de vous donner un maximum de détails, mais on ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails. Il y a des milliers de choses à voir, mais je vais vous donner les grandes lignes. Si vous avez des questions supplémentaires dans la limite du raisonnable, si c'est 10 questions, on pourra faire une séance ensemble et je vous expliquerai les prix et tout ça, je me présenterai. Si c'est juste deux, trois questions, vous m'envoyez un email directement à guillaume@wefinancial.com. C'est mon email direct et en général, j'essaie de répondre dans les 24 heures. Okay, donc, si c'est une ou deux questions, une petite précision, n'hésitez pas. Alors, désolé s'il y a des avocats dans la salle, je ne suis pas avocat, hein, donc si je réponds et je prends 10 minutes, un quart d'heure, vous ne recevrez pas une facture pour 10 minutes, un quart d'heure de mon temps. Ce sera gratuit. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler, donc je vais me présenter déjà, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui me connaissent, bah, vous pourrez aller prendre un café ou faire une pause.
Je vais me présenter, je vais présenter ma boîte. On va parler d'une stratégie financière globale pour préparer la retraite. On va parler de la globalité d'abord et puis on va aller de plus en plus dans le détail. On va parler du fonctionnement de la retraite entre la France et les États-Unis. J'entends beaucoup de choses qui sont pas complètement fausses, mais qui sont pas tout à fait vraies non plus. Donc, on va essayer de clarifier tout ça. La CFE, j'aurais beaucoup de questions. Est-ce que je dois cotiser à la CFE, la Caisse des Français à l'étranger ou pas? On va en discuter. Est-ce qu'il faut que j'ouvre des comptes en France alors que je suis aux États-Unis, assurance vie, PEA, ou est-ce qu'il faut que je les utilise pour ma retraite? On va en parler aussi. On va parler des comptes retraite, bien entendu aux États-Unis. 401k qui est le plus connu, mais on va aussi parler d'autres comptes, ARA, etc. Et ce qui va se passer si vous ouvrez ces comptes aujourd'hui et si vous rentrez en France. Et j'ai un webinaire d'ailleurs sur les retours en France. Donc, si vous êtes sur le point de retourner en France, je vous invite à vous inscrire à ce webinaire. Immobilier. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez, je dis toujours, l'immobilier et les Français, c'est une grande histoire d'amour. Donc, on va voir si l'immobilier, c'est une bonne idée pour la retraite. Donc, parce que je travaille avec des Français, je suis obligé quasiment de parler de l'immobilier. Et donc, on va voir si ça vaut le coup ou pas. Et puis, d'autres possibilités. Des choses que j'entends ici ou là, on me dit, hey, Guillaume, est-ce que je devrais utiliser un HSC? Ou est-ce que je devrais utiliser une life insurance? Ou des choses comme ça pour préparer à ma retraite. On va en parler aussi. Donc, on va parler de tout ça. Donc, vous inquiétez pas en termes de questions. Je répondrai à toutes les questions à la fin. Il n'y a pas de problème. Ce webinaire est enregistré. Il sera envoyé à tous les participants. Donc, encore une fois, attendez, maintenant que vous avez l'agenda, avant de me poser des questions sur les accords entre les retraites françaises et américaines et des choses comme ça, attendez que j'en parle. Il y aura probablement la réponse à votre question dans ce que je vais dire. Donc, première chose, alors, qui je suis, qu'est-ce que je fais, etc. Je vais aller assez vite parce qu'on n'est pas là pour parler de moi. Donc, moi, je suis spécialisé dans les Français aux États-Unis. Je travaille quelquefois avec des Américains en France, ou des gens qui sont en double nationalité en France, mais c'est un tout petit peu plus rare. Juste des questions de décalage horaire. Je suis basé à San Francisco, donc il y a 9 heures de décalage horaire. Donc, mon temps est limité avec les gens avec qui je travaille en France. Donc, essentiellement, c'est les Français aux États-Unis. Je travaille partout aux États-Unis. Je suis présent dans plus d'une vingtaine d'États. C'est vraiment les questions entre la France et les États-Unis qui est ma spécialité. Je ne vends pas de produits financiers. Je ne reçois pas de commission. Donc, si on parle produits financiers, si on parle investissement, que vous investissiez dans ça ou dans ça, que vous achetiez tel produit financier, tel autre, ça ne change rien pour moi. Quand je vais vous donner les noms de gens aussi, pareil, vous pouvez aller les voir et dire que vous venez de ma part. J'ai aucun avantage, et désolé, mais vous n'aurez aucun avantage non plus. C'est très sympa de dire ça. Quelquefois, j'ai un email de remerciement, mais même pas toujours. Donc j'ai aucun lien et c'est comme ça que j'aime bien travailler. Comme ça, j'ai pas de conflit d'intérêt. J'ai pas de raison de vous dire quelque chose qui est pas forcément pas très bon, mais qui est pas forcément la bonne chose pour vous. J'ai pas de conflit d'intérêt à ce niveau-là. Alors, ce que je ne fais pas, très important, parce qu'on me pose souvent ces questions, déclaration de revenus. Donc, toujours en début d'année, on me demande à Guillaume, est-ce que tu fais les déclarations de revenus? Non, je ne fais pas les déclarations de revenus, ce sont les comptables. Je revois les déclarations de revenus de mes clients et je vois souvent des erreurs, à peu près environ deux déclarations de revenus sur trois, je vois des erreurs, à peu près. Donc, et toujours à peu près les mêmes. Donc, déclaration de revenus, ça, ce sont les comptables. Tout ce qui est bilan retraite. Donc moi, je prépare à la retraite. Après, comme je le disais, si vous voulez calculer exactement votre retraite en France via la caisse des retraites ou calculer exactement votre retraite aux États-Unis et Social Security, il y a des sociétés spécialisées qui font ça. Là, je vous ai mis deux liens et là, je vous enverrai la présentation, donc vous pourrez accéder à ces liens, etc. Il n'y a pas de problème. Caroline Bonnet de Relais Retraite et Nouvelle Vie Retraite. C'est deux institutions qui font tout ce qui est bilan retraite international, etc. Si vous avez travaillé dans plusieurs pays. On va voir que si vous avez travaillé dans plusieurs pays, ça va poser problème. Ça sera une autre histoire. Tout ce qui est gestion immobilière. Je ne fais pas de la gestion immobilière. Bien sûr, je discute avec mes clients sur acheter des biens, faire des choses comme ça dans un patrimoine, mais c'est pas moi qui vais déjà, c'est pas moi qui vais vous dire acheter à Nantes plutôt qu'à Bordeaux ou acheter en Floride plutôt que dans le Dakota du Sud. J'ai mes opinions, mais je suis pas un professionnel de l'immobilier.
Et puis, c'est pas moi aussi qui vais vous dire, bah voilà, il faut payer vos factures immobilières, tel truc, etc. Donc, la gestion immobilière, c'est pas ça que je fais. Ça c'est des agents immobiliers, des sociétés spécialisées aussi. En revanche, ce que je fais, souvent les gens qui voient un conseiller financier, ils viennent me voir pour la partie gauche. Hein, j'ai du cash, je dois faire des investissements, dans quoi j'investis. Ça, c'est une partie de ce que je fais. En vrai, un conseiller financier fait tout ce qui est à droite. Un conseiller financier, c'est la catégorie globale. Moi, je suis financial planner, investment advisor. Donc, je fais toute la partie à droite. Hein. Je travaille sur des estate plans. Je travaille donc sur les transmissions du patrimoine, l'immobilier, les investissements, la retraite, les assurances, l'éducation, l'optimisation fiscale, tout ce qui est cash flow aussi. Tous ces trucs-là, tout ce qui est RSU, etc. Tous ces trucs-là, je fais. Tous ces trucs-là, je fais. Donc, quand je fais un plan financier, on va couvrir la plupart de ces sujets-là. Quasiment tous les sujets. Après, ça dépend des personnes. Mais on va parler de tout ça. Donc, je ne fais pas que des investissements. Donc, comment ça se passe le planning financier avec moi? Il y a deux aspects à ce que je fais. Premier aspect, c'est du pur conseil financier. Ça se passe par heure. En général, en 2 à 4 séances, on peut faire un plan financier global. En général, 3 séances. 2 à 3 séances. Quelquefois 4 quand la situation est un peu plus complexe. C'est $400 de l'heure. Et ça comprend la préparation du plan financier, ça comprend les emails entre deux, ça comprend tout. Il n'y a pas de frais cachés. Il n'y a pas de frais cachés. Donc, pour $800, $1 200, vous avez un plan financier global. Et puis après ça peut être en autopilote. Ensuite, j'ai une partie investissement où là, bien sûr, le planning financier est inclus. Hein, je ne vais pas en plus faire payer le planning financier. Et là, c'est très facile à calculer la façon dont je travaille. C'est $2500 plus 1% de l'argent que j'ai sous gestion. Donc, si vous avez, et j'ai un minimum de $300 000. Donc, si vous avez $300 000, ça fait $3000 plus $2500, $5500, simplement. Si vous avez 1 million, c'est $10 000 plus $2500. Voilà. Et donc, ça diminue, hein, le pourcentage diminue avec le temps et se rapproche des 1% avec les montants que vous avez. Je peux gérer n'importe quel type de compte, 401k, hors 401k, j'ai différents types de modèles, j'ai différentes clauses. Encore une fois, vous pouvez regarder sur mon site internet, vous pourrez regarder la présentation. On n'est pas là pour parler de ça trop avant, mais en gros, j'ai des filtres et on investit dans des actions individuelles, mais des centaines d'actions individuelles. Des centaines d'actions individuelles. Et sur les 401k, bien sûr, on est limité au fond de votre entreprise. Et donc là, on fait une gestion un peu plus active des 401k. On peut investir par rapport à vos valeurs. Hein, voilà quelques exemples. Et puis sur la partie, donc ça c'est sur la partie action, et sur la partie obligation, c'est des ETF pas très chers, 0,08%, et différentes autres choses. Donc ça c'est vraiment la partie investissement, c'est aussi une partie de ce que je fais. Et dans ce cas-là, c'est plus un travail sur le long terme. Hein, donc je parle à mes clients au minimum 4 à 6 mois, tous les 4 à 6 mois, donc 2 à 3 fois par an. Pour les clients qui investissent à Quick Financial, quelquefois c'est plus souvent. Ça dépend des situations. Hein, ça dépend de la complexité, ça dépend de ce qui se passe. Mais là, il y a un suivi beaucoup plus rapproché que si c'est des séances, horaires. Donc les webinaires que je fais, retour en France, hein, c'est à peu près tous les mois. J'en ai un en juillet. Je crois que je vais pas en faire un en juin. Je crois que le prochain est en juillet. Investir aux États-Unis entre la France, ça c'est en général tous les 2 mois. Puis quelquefois j'ai d'autres webinaires qui arrivent comme ça. Par exemple, là j'ai fait un webinaire uniquement sur les 401k, 1 heure ou 1 heure et demie, uniquement sur les 401k, parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Hein, donc ça, j'en ai fait un il y a quelques mois. Je le referai peut-être dans quelques mois, mais quelquefois, voilà, je fais des événements particuliers là-dessus. Alors, avant même de parler, OK, la retraite, les comptes, etc., voilà comment on construit un plan financier. Hein, voilà ce que vous devriez avoir, à peu près tout le monde, dans votre plan financier, si vous avez accès, bien sûr, à ce type de compte. Hein, mais ça vous donne une idée générale. Après, il faut aller dans votre situation particulière, etc. D'abord, un fonds d'urgence. Checking, savings account, c'est votre fonds d'urgence, à peu près 6 mois de dépenses. Ensuite, tout ce qui est 401k, 403b, 401a, 457b, tous ces trucs-là, c'est absolument important. Un 401k, c'est la pierre angulaire de votre patrimoine aux États-Unis, c'est le compte le plus important. Que vous retourniez en France ou pas. Que vous retourniez en France ou pas. On va le voir, le 401k, on en parlera un peu plus tard. Le 401k, il sera taxé aux États-Unis, mais pas en France. Donc, très, très important, le compte 401k. Et le maximiser, ça veut dire mettre $23 000.
Ça ne veut pas dire mettre le match de l'entreprise. Mettre le match de l'entreprise, c'est le minimum qu'il faut mettre. Mais idéalement, vous voulez mettre 23 000 $. Mais on en reparlera. Ensuite, un Roth IRA. Tout le monde devrait avoir un Roth IRA. Et je sais qu'il y a des limites d'income, etc. On peut les contourner. On en parlera rapidement. Là, c'est des techniques un peu de finance un peu plus complexes. Mais tout le monde devrait avoir un Roth IRA. Très, très important. After tax 401k, ne pas confondre avec le Roth 401k, c'est encore une troisième option dans certains 401k. 30% des 401k ont cette option. Et enfin, avec le reste, ça va être compte titre, ce qu'on appelle brokerage à compte ici aux États-Unis, immobilier, autres investissements. Mais si vous faites 401k, Roth IRA, after tax 401k, enfin, toute cette partie-là, vous avez optimisé la majorité de votre fiscalité aux États-Unis. Vous avez économisé des impôts. Parce qu'entre mettre 10 000 $ dans un bien immobilier ou dans un compte où ce sera taxable, etc., je préfère mettre ces 10 000 $ dans un compte qui ne sera pas taxable. Et contrairement à ce qu'on croit, et j'entends ça encore de temps en temps, et c'est dommage, on ne peut pas tout perdre sur les marchés financiers. C'est pas possible, sauf si vous investissez dans une seule action. Là, vous pouvez tout perdre, si la boîte fait faillite. Mais vous ne pouvez pas tout perdre si vous investissez dans quelque chose de diversifié, dans un fonds. C'est impossible. Vous ne pouvez pas tout perdre, à moins qu'il y ait une guerre nucléaire ou un météorite qui tombe, mais on aura d'autres problèmes. Donc ça a vraiment la vie dure comme thème, c'est pas possible. Alors maintenant, en termes d'investissement, il y a des horizons. Donc là, on a parlé du contenu, des boîtes dans lesquelles on va mettre votre argent. Maintenant, faut aussi parler du contenant, les investissements à l'intérieur des boîtes. Non, le contenant, c'est les boîtes, le contenu, c'est les investissements. Donc, on va parler du contenu maintenant, les investissements à l'intérieur de ces boîtes. Donc, tout ce qui est checking savings account, ça doit vous rapporter autour de 5%. En ce moment, c'est des high yield savings account, donc ce n'est pas le savings account de Bank of America qui vous rapporte 0,01%. C'est un fonds d'urgence, ça rapporte autour de 5% en ce moment. Donc, les savings account, ils rapportent autour de 5%, et le checking savings account, donc comme je le disais, ça doit faire à peu près 6 mois de dépenses. Après, le 401k, Roth IRA et ces trucs-là, c'est des investissements moyens, long terme. Ça dépend, c'est pour votre retraite. Donc, ça dépend de votre âge aujourd'hui. Plus votre retraite est loin, plus vous pouvez être agressif. Okay. Et puis, après, pour le reste, il reste de l'argent après tout ça. Investissement à court, moyen, long terme, ça dépendra de vos objectifs. Une des choses que je fais avec mes clients, c'est que je leur demande quels sont vos objectifs de 0 à 3 ans, de 3 à 6 ans, plus de 6 ans. Parce que s'il y a des objectifs achat immobilier pour une résidence principale, université des enfants, rénovation d'une maison, etc., des choses à court terme, c'est ce que je vois habituellement, cet argent ne doit pas être investi sur les marchés financiers. Parce c'est du trop court terme pour être investi sur les marchés financiers. Donc ça, tout ce qui est court terme, c'est pas investi sur les marchés financiers. Ou si c'est investi sur les marchés financiers, ça sera dans des fonds qui sont liés à des bons du Trésor américain, sans risque, en gros. Donc, en dehors de ça, ça ne doit pas être investi dans des actions ou des obligations ou des choses comme ça. Donc, attention à ça. J'ai des clients qui me disent je suis investi dans le S&P 500, les 500 plus grosses capitalisations des marchés financiers, donc c'est pas risqué. Non, ça c'est 100% de risque. Ça veut dire que s'il y a une récession, vous perdez 50%. Pas de bol. Vous avez mis 500 000 $ parce que vous deviez faire une rénovation d'une maison. Et au moment de la rénovation de la maison, les marchés perdent 40% ou 50%. Vous avez plus que 250 000 $. Et c'est le pire moment pour retirer l'argent de votre compte. Donc attention à ça. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Maintenant que j'ai mis ça en place, les boîtes dans lesquelles on va mettre votre argent, il va y avoir un certain nombre de choses et je sais qu'il y aura des questions là-dessus. Et je vais essayer de les devancer, mais je sais que je vais devoir répéter plusieurs fois les choses et ça ne me dérange pas. On est sur des sujets assez complexes. Donc, il va falloir, d'abord, il faut distinguer deux types de retraite. Il y a la retraite par répartition et la retraite par capitalisation. La retraite par répartition, en gros, c'est quand le gouvernement prend ce qu'il reçoit pour les retraites et le redistribue aux retraités actuels. C'est le gouvernement qui gère. Donc, en France, c'est vraiment ce qu'on appelle la retraite. C'est le gouvernement qui gère et donc il y a la retraite de base, il y a l'Agirc-Larco, il y a la CFE. Encore une fois, on va parler de la CFE un peu plus tard. Il y a toutes ces choses-là.
Okay, donc ça, c'est la retraite de base en France. Hein. Donc il y a une réforme en cours. Alors elle est terminée maintenant. Je vais probablement updater ça pour la prochaine fois. Euh, cette, euh, cette réforme, elle change un certain nombre de choses, mais dans la globalité, ça revient à peu près au même. Hein. Après, si vous prenez votre retraite trop tôt, elle sera minorée. Si vous prenez votre retraite un peu plus tard, elle sera majorée. Il y a plein d'informations là-dessus sur Internet, donc je vais pas revenir là-dessus trop dans le détail. Une des choses qui est importante, c'est que à partir du moment, sauf exception, il y a toujours des exceptions, mais dans la grande majorité des cas, à partir du moment où vous allez travailler aux États-Unis, vous avez payé des impôts aux États-Unis, vous aurez une retraite aux États-Unis. Social Security. Hein, donc là, il y a des confusions. On dit, ah oui, mais j'aurai pas de retraite aux États-Unis. Mais si, vous aurez une retraite aux États-Unis du gouvernement américain. Ça s'appelle la Social Security. Il y a des confusions parce que la sécurité sociale en France, c'est la santé, et la Social Security aux États-Unis, c'est la retraite. Donc, vous aurez une retraite. Et alors, on va me dire, oui, mais Guillaume, il faut que j'ai travaillé 10 ans, etc., etc. On va en parler. Non. Hein, les années travaillées en France comptent pour les années aux États-Unis et vice-versa. On en parlera juste après. Donc ça, c'est la retraite par répartition, retraite de base en France, Social Security aux États-Unis. Après, il y a la retraite par capitalisation. Donc ça, c'est la population, c'est vous-même qui épargnez pour vous. Et donc en France, ça existe, la retraite par capitalisation, l'assurance vie, le PEA, le PERCO, le PERIN, plan d'épargne retraite individuelle. Tous ces comptes-là, alors là, pour l'assurance vie et le PEA, c'est pas considéré comme des comptes retraite au sens du traité franco-américain. Pour le plan d'épargne retraite et des choses comme ça, c'est considéré comme des retraites. Mais c'est comme ça qu'on l'utilise. L'assurance vie et le PEA, on l'utilise pour préparer une retraite par capitalisation. Donc ça, c'est ce qu'il y a en France. Et aux États-Unis, c'est les 401k, les ARA, ce genre de choses. Donc aux États-Unis, ça, c'est plus répandu, un peu plus répandu qu'en France. Donc il y a ces deux types de retraites dans les deux pays. Retraite par répartition, retraite par capitalisation. Alors maintenant, comment ça fonctionne la retraite? Et c'est là que ça va devenir un peu plus complexe. Parce que quand on habite en France, on mélange tout. Hein. Tiens, on doit avoir 43 ans pour la retraite, on va recevoir une retraite pleine et il n'y a pas de problème. Dès qu'on travaille dans plusieurs pays, ça va changer les choses. Et donc, je vais essayer d'expliquer ça et j'aurai des questions et c'est pas grave, mais je vais quand même essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. Il y a en fait deux aspects à la retraite. Il y a deux couches. Premier aspect, il y a l'aspect temps. Combien de trimestres en France, combien d'années aux États-Unis vous devez travailler pour avoir une retraite pleine. Okay, ça, c'est l'aspect temps. C'est 43 ans et quelques, ça dépend au moment en quelle année vous êtes né, mais en gros, c'est autour de 43 ans en France, c'est 35 ans aux États-Unis. Okay, 35 ans aux États-Unis, 43 ans en France. Donc ça, c'est le nombre d'années travaillées dans un pays pour avoir une retraite pleine. Après, il y a le montant que vous allez recevoir. Et ça, c'est un deuxième aspect de la retraite. Et par contre, le montant que vous allez recevoir, donc autant les années que vous passez dans chacun des pays s'accumulent, autant le montant que vous allez recevoir, c'est par pays. Ça veut dire quoi? Vous avez travaillé 20 ans en France, 20 ans aux États-Unis. Vous avez travaillé 20 ans en France, vous aurez 20, on va dire 23 ans en France, parce que ça va simplifier les calculs. 23 ans en France, 20 ans aux États-Unis. Vous aurez 23 43e d'une retraite française. Vous avez le droit à une retraite pleine parce que vous avez 43 ans. 20 ans aux États-Unis, 23 ans en France, 43 ans. Donc, ils vont vous calculer en France votre retraite pleine. Ils vont prendre ce chiffre-là, ils vont le diviser par à peu près 2, 23 43e de votre retraite pleine en France. Donc, ce que vous allez recevoir, c'est au prorata. Et aux États-Unis, ils vont faire la même chose. Ils vont calculer une retraite pleine sur les 20 ans que vous avez travaillé aux États-Unis. Et puis, ils vont dire, ah bah, vous avez le droit à temps, comme si vous aviez travaillé 35 ans, mais on va vous donner 20/35e de cette somme-là. Vous avez travaillé 20 ans, 20 ans aux États-Unis. Donc, encore une fois, l'aspect temps s'accumule, l'aspect montant, c'est au prorata. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas 43 ans? Vous avez travaillé 20 ans en France, 20 ans aux États-Unis. Eh ben, ils vont faire le calcul d'une retraite pleine, ils vont la minorer parce qu'il vous manque des trimestres, et puis à ça, ils vont retirer, ils vont faire le prorata. Donc, 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 le calcul est un peu plus complexe là-dessus. Mais vous allez toucher deux retraites. Une retraite américaine et une retraite française. Si votre retraite française est trop importante, est trop élevée, ça peut faire diminuer votre retraite américaine malheureusement. C'est la windfall provision.
Donc à voir. Comment vous pouvez calculer combien vous allez recevoir, etc. Site internet de la Caisse des retraites en France, site internet de la Social Security aux États-Unis. Et ça vous donnera une idée du calcul. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez essayer de le faire vous-même. Vous pouvez prendre rendez-vous à la Social Security ou à la Caisse des retraites. Ou alors, vous pouvez demander à une société comme Nouvelle Vie ou Relais Retraite qui vont faire ça pour vous. Donc, mais ça coûte cher. Pas cher. Ça coûte plusieurs milliers d'euros de faire un bilan retraite. Comme ça. Mais ça peut valoir le coup. Donc, vous aurez une retraite dans les deux pays. Qu'est-ce qui se passe si vous allez travailler dans un troisième pays? Il y a des chances que vous perdiez cette partie-là. Ça dépend du pays. Là, il y a des complexités. Mais si, par exemple, vous travaillez, je ne sais pas moi, au Mexique, aux États-Unis, en France, eh ben, vous devez choisir 2 pays sur les 3, malheureusement. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Donc, vous inquiétez pas. Alors, encore une fois, et je vais dire ça parce que là, je vois qu'il y a un peu plus de participants qu'au tout début. Je vais répondre à toutes les questions à la fin. Je ne vais pas m'interrompre pour répondre aux questions parce que ça bloque le flow de la présentation, mais je répondrai à vos questions à la fin. Donc, vous inquiétez pas, je vous oublierai pas. Juste mettez le contexte dans vos questions. Parce que si vous me posez juste une question et comme je vais le voir à la fin et que c'était par rapport à un slide ou quelque chose comme ça, il faut me remettre le contexte et il faut me dire aussi si vous êtes de nationalité américaine ou pas. Ça peut changer, on verra que ça change un certain nombre de choses. Alors maintenant, la question qui arrive souvent, c'est est-ce qu'il faut que je cotise à la CFE ou pas? En général, non. Je vous dis tout de suite, moi je vais expliquer pourquoi. Alors, l'avantage de cotiser à la CFE, c'est que vous continuez à cotiser à une retraite française tout en étant à l'étranger. Mais contrairement à ce qu'on croit, ça ne valide pas vos trimestres en France. Parce que de toute façon, votre trimestre, le temps passé, que vous passez aux États-Unis, il est validé grâce à la Convention franco-américaine. Il est validé. Donc, juste cotiser à la CFE, ce n'est pas ça qui valide vos trimestres. Non, cotiser à la CFE, ça fera que vos trimestres auront une valeur en France quand ils calculeront votre retraite. C'est tout ce que ça fait. Le coût, c'est 600 euros par mois. Donc, c'est assez cher. Le même montant sera probablement mieux dans un compte ARA ou dans un 401k, parce que c'est pour vous. C'est un peu égoïste de dire ça, mais quand vous payez la retraite, une retraite par répartition, elle est divisée par tous les retraités. Quand vous mettez le même argent pour vous, eh ben, c'est que pour vous. Ça augmente que pour vous. Donc voilà. Donc mon conseil global, mais après ça dépend des situations, c'est si vous restez aux États-Unis moins de 3 ans, cotisez à la CFE. De toute façon, vous restez aux États-Unis sur le très court terme, donc c'est pas la peine de commencer à faire des choses un peu trop compliquées. Cotisez à la CFE et puis vous embêtez pas. Si vous restez aux États-Unis plus de 5 ans, alors ne cotisez pas. Ne cotisez pas à la CFE. Cet argent, il sera beaucoup mieux placé dans un 401k ou autre. Beaucoup mieux. 3 à 5 ans, ça dépend. Ça dépend de vos objectifs, ça dépend si vous pouvez faire ça. Alors, on me demande quelquefois, Guillaume, est-ce que je peux cotiser à la CFE et en plus cotiser aux États-Unis dans un 401k, etc. Absolument. C'est complètement séparé. Vous pouvez absolument cotiser à la CFE. Après, mais c'est mon opinion, c'est dommage. C'est une perte d'argent. C'est une perte d'argent. Cet argent travaillera mieux dans un autre type de compte. Alors maintenant, les comptes en France. Donc, est-ce qu'il faut que j'utilise, la question c'est, est-ce qu'il faut que j'utilise des comptes en France pour préparer à ma retraite? La réponse est non en général. Je vais expliquer pourquoi. Donc, il y a l'assurance vie à la française. Je ne parle pas de la life insurance, qui est une assurance décès aux États-Unis. L'assurance vie française, attention à la façon dont c'est investi. Et ça, je vois des erreurs tout le temps, et les gens ne savent pas, et je comprends qu'ils ne savent pas, mais ça peut poser des problèmes. Normalement, si vous faites les choses correctement, ça doit être déclaré à 3 endroits dans votre déclaration d'impôt. FBAR 8938 en général, c'est 2 formulaires, mais ça, tout le monde le fait en général. Mais c'est dans le tax return aussi. Parce que même si ce n'est pas taxable en France, c'est taxable aux États-Unis. Et c'est taxable sur les plus-values latentes, à 37%, considéré comme un truc qui s'appelle PFIC, Passive Foreign Income Corporation. Et donc, vous avez un fonds qui est à 100 $ au 1er janvier, qui est à 130 $ au 31 décembre. Sur ces 30 $, taxé à 37%. Ouais. Et à déclarer tous les ans. Si c'est des fonds, si c'est des fonds genre multi-support, des unités de compte, des fonds multi-support, etc. Si c'est des obligations, c'est taxé comme un brokerage account.
c'est des fonds multi-supports, dynamiques, etc., taxés à 37%. Donc, pas du tout intéressant que vous êtes résident américain. Si vous êtes de nationalité américaine, dans ce cas-là, je vous conseille de fermer votre assurance vie. Il y a zéro raison pour que vous ayez une assurance vie. Ça ne rapporte pas beaucoup, c'est fortement taxé aux États-Unis et c'est compliqué à déclarer. Et si vous rentrez en France un jour, comme vous êtes de nationalité américaine, vous aurez le même problème. Donc, fermez votre assurance vie si vous êtes de nationalité américaine. Si vous n'êtes pas de nationalité américaine, vous diminuez votre assurance vie et vous la gardez ouverte parce que vous avez pris date. Et ça, c'est important. Il y a un compteur qui tourne. Ce compteur, il est 4 ans, 8 ans, etc. Il y a des avantages fiscaux après. Donc, si vous rentrez en France et que vous rendez votre green card ou vous rendez votre visa, ça sera bien d'avoir une assurance vie. Ça sera bien d'avoir une assurance vie. Donc ça, ne fermez pas votre assurance vie si vous n'êtes pas de nationalité américaine ou si vous ne comptez pas prendre la nationalité américaine. Si vous comptez prendre la nationalité américaine ou si vous avez la nationalité américaine, vous pouvez la fermer. Et après, on verra ce qu'on peut faire de l'argent, mais vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose à faire en France. PEA, PE, PEG, ce n'est pas taxé en France, mais ça sera taxé aux États-Unis. Comme un compte d'investissement, s'il y a des actions individuelles, et s'il y a des fonds, ce sera taxé comme PFIC, comme une assurance vie. Donc, s'il y a des fonds, je vais le rajouter, taxé comme PFIC, donc à 37% sur les plus-values latentes. Donc ça pose problème aussi. Donc fermez vos PEA, PE, PEG, ça ne sert à rien du tout si vous êtes de nationalité américaine. Si vous n'êtes pas de nationalité américaine, PE, PEG, vous pouvez probablement le fermer. PEA, ça pose moins de problèmes parce que c'est souvent des actions individuelles à l'intérieur. Donc ça, ce sera quand même taxable s'il y a des mouvements. Mais bon, attention à ces types de comptes-là. Plan d'épargne retraite, PERIN, PERCO, PER, non taxable aux États-Unis. Ça, c'est couvert par la Convention franco-américaine. Que ce sont des comptes retraite. Ça, c'est pas considéré comme des comptes retraite. Ça, c'est considéré comme des comptes retraite. Tout comme un 401k ou un IRA ici aux États-Unis, ils sont couverts par la Convention franco-américaine. Okay. Donc, plan d'épargne retraite, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à faire. Alors, maintenant ici aux États-Unis, côté américain. Donc, qu'est-ce que si vous libérez cet argent des assurances vie, ou quelquefois j'ai des clients qui ont gardé leur argent en France en se disant bah tiens, je vais peut-être faire quelque chose en France. Si vous regardez mon webinaire sur les investissements, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose à faire en termes d'investissement en France et que ça vaut pas trop le coup en ce moment avec les taux d'intérêt qui sont assez élevés. Et donc, on a plutôt tendance avec mes clients à envoyer l'argent aux États-Unis et à faire un certain nombre de choses avec. Et donc, il y a deux grands types de comptes ici aux États-Unis. Il y a les comptes avant impôt et les comptes après impôt. Dans les comptes avant impôt, il y en a deux qui vont nous intéresser. Il y a le 401k. Alors, il y a les traditional 401k, il y a les solo 401k. Si vous êtes à votre compte, vous pouvez avoir un solo 401k très intéressant. 403B, 401A, 457B. Enfin, il y a différentes choses dans les universités, dans les non-profit, etc. Vous pouvez mettre jusqu'à 23 000 $ si vous avez moins de 50 ans. Jusqu'à 23 000 $ dessus, ou jusqu'à 30 500 $ si vous avez plus de 50 ans. Et ça, ce sera déduit de vos revenus. Ça, c'est intéressant. Ça, si vous êtes dans une tranche d'impôt autour de 30%, et ben 23 000 $, ça vous fait économiser 7 000 $ d'impôt. Juste comme ça. Après, vous serez taxé, il ne faut pas rêver, vous serez taxé après 59 ans et demi, quand vous retirez l'argent. Mais vous serez taxé aux États-Unis, mais pas en France. Très, très important. Taxé aux États-Unis, mais pas en France. Il n'y a rien qui bat ça. Il n'y a rien qui bat ça. L'assurance vie, ça ne bat pas ça. Donc ça, c'est très, très intéressant d'avoir un 401k. Après, il y a Traditional IRA. 7 000 $, vous pouvez mettre 7 000 $. Attention, il y a des limites d'income pour le déduire de vos impôts. Après, vous pouvez utiliser ce compte-là pour un truc qui s'appelle une backdoor Roth IRA conversion. On va pas, c'est une technique fiscale. Vous pouvez la regarder sur, j'ai mis le nom dans la présentation, donc vous pouvez regarder sur Internet à quoi ça ressemble. Donc c'est pour ça en général qu'on utilise un traditional IRA avec mes clients. On met 7 000 ou 8 000 $ si vous avez plus de 50 ans, et puis après on va le transférer dans un Roth IRA, parce que c'est plus intéressant qu'un traditional IRA. Attention, si vous retournez en France, ce type de compte, si vous changez votre adresse sur ce type de compte, gardez une adresse physique aux États-Unis, si vous changez votre adresse sur ce type de compte, l'institution financière le fermera. Donc, attention. Après, il y a les comptes, la deuxième partie, c'est comptes après impôt. Donc là, il y a le 401k.
Roth, hein, le cousin du 401k, il y a le Roth 401k, il y a le Roth Solo 401k. Vous pouvez aussi mettre 23 000 $, mais dans ce cas-là, ce n'est pas déduit de vos impôts, mais vous ne paierez plus jamais d'impôt dessus, plus jamais d'impôt sur les gains. Donc, quand vous retirez l'argent après 59 ans et demi, il n'y a aucune imposition aux États-Unis, aucune imposition en France. Même chose pour le Roth IRA. Attention aux limites d'income. 7 000 $ en 2024. C'est 7 000 $, c'était 6 500 l'année dernière. 7 000 $ en 2024, c'est dans le Roth IRA. Et dans ce cas-là, si vous êtes au-dessus de la limite, vous pouvez faire une backdoor Roth IRA conversion. Okay. Si vous êtes en dessous de la limite, vous pouvez mettre de l'argent directement dessus. Même chose, attention, en cas de retour en France, si vous changez votre adresse pour une adresse française, vous fermerez vos comptes. Vous gardez une adresse physique aux États-Unis pour ce type de compte. Ça peut être votre ancienne adresse, ça ne pose pas de problème. Donc ça, c'est le Roth IRA. Tout le monde devra avoir un Roth IRA. C'est mon opinion. Tout le monde devra avoir un Roth IRA. Pour vous donner une idée, 7 000 $ aujourd'hui, c'est 56 000 $ dans 30 ans. Sur les 49 000 $ de gains, aucun impôt ni aux États-Unis ni en France. C'est 7 000 $ par an. Aucun impôt aux États-Unis, aucun impôt en France. Pour toujours. Ça vaut le coup. Après, il y a 30% des 401k qui ont ça. Ça s'appelle un after-tax 401k. Là, on peut mettre, dans un 401k, on peut mettre 23 000 $ ou 30 500 $ si on a plus de 50 ans, plus 46 000 $ dans certains 401k. Un 401k sur 3, à peu près, on peut mettre 46 000 $, moins le match de votre entreprise. Donc ça s'appelle un after-tax 401k. Il y a beaucoup de confusion là-dessus. Entre un Roth 401k, un after-tax 401k, qu'est-ce que c'est? Alors, comment vous savez si vous avez un after-tax 401k? Vous allez, soit vous regardez votre employee handbook, soit vous demandez à HR, soit vous allez en ligne dans la partie contribution, là où vous changez les contributions de votre 401k, vous regardez si vous avez pré-tax, Roth, after-tax. Et là, vous voyez tout de suite si vous avez cette option-là. Ça vaut vraiment le coup aussi. Il y a d'autres raisons pour lesquelles ça vaut le coup. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça prendrait trop longtemps, mais ça vaut le coup de faire un after-tax 401k. Enfin, last but not least, comme on dit, il y a tout ce qui est compte titre, ce qu'on appelle brokerage à compte ici. Donc, n'importe quel investissement ici aux États-Unis, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. On va dire la plupart des investissements immobiliers, des investissements en actions, des investissements dans un fonds, si vous les revendez dans les 12 mois qui suivent et que vous faites un gain, ce gain sera taxé comme salaire. Si vous attendez plus d'un an, il sera taxé comme long-term capital gain. 0, 15% ou 23,8%. Même chose, attention, si vous retournez en France, si vous changez l'adresse dans ce type de compte pour une adresse française, ils fermeront vos comptes. Donc, vous gardez une adresse physique. Alors maintenant, on pose souvent la question, est-ce que je dois faire un Roth 401k ou un Traditional 401k? Eh bien, ça dépend. Il n'y a pas de… La règle générale, mais après, ça dépend des situations. La règle générale, c'est quand vous êtes dans une tranche d'impôt des 10, 12, 22%, un Roth 401k, c'est probablement mieux. Payer des impôts maintenant, mais plus jamais payer d'impôts, c'est probablement mieux. Quand vous êtes dans la tranche d'impôt des 32, 35, 37%, un Traditional 401k, où vous économisez des impôts aujourd'hui, c'est probablement mieux qu'un Roth 401k. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes taxé sur vos salaires. À la retraite, vous n'aurez plus de salaire. Vous serez taxé sur ce que vous retirez de ces comptes-là. Donc, probablement moins. 24%, ça dépend. Ça dépend. Des fois, on fait 50-50, 50% Roth, 50% traditional. Des fois, on fait tout en traditional, des fois tout en Roth. Ça dépend aussi dans quel état vous êtes. Si vous êtes au Texas, il n'y a pas d'impôt étatique. Donc, probablement Roth, probablement mieux. Si vous êtes en Californie, il y a plein d'impôts, là où je suis. Donc là, probablement traditional. Mais c'est là qu'il y a une petite gray area, comme on dirait en anglais, et ça dépend. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut mettre de l'argent dans un 401k. Que ce soit en Roth ou en traditional, je dirais c'est secondaire. Le principal, c'est de mettre de l'argent dedans. Alors, investissement immobilier, je sais que probablement certaines parties d'entre vous, quand on a grandi en France, comme moi, j'ai passé 32 ans de ma vie en France, quand on a grandi en France, se construire un patrimoine, c'est acheter de l'immobilier. Ce qui est vrai, ce qui est logique en France, parce que déjà, on est moins… Les marchés financiers en France, c'est moins dans notre culture. C'est un peu plus mystérieux, alors que l'immobilier, c'est concret.
hein, et particulièrement quand on a des parents qui disent: «Ah ben, tu as 30 ans, tu as pas encore acheté un bien immobilier et cetera, comment ça se fait?» Et donc en plus, on a la pression, sociale qui fait que, il faut acheter des biens immobiliers. Hem, Ça a du sens quand on est résident français potentiellement parce qu'il y a un certain nombre de lois, les banques peuvent financer jusqu'à 100 d'un bien immobilier, enfin, c'est assez intéressant. Par contre, quand on est résident américain, beaucoup, beaucoup moins intéressant. Quand on est résident américain, acheter de l'immobilier, que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est beaucoup moins intéressant parce que, les taux d'intérêt sont hauts en ce moment. Aux États-Unis, 6,5, 7%. En France, c'est 5, 4 ou 5% pour les non-résidents. Donc, ça veut dire que on peut faire 5,7% sans risque. Ici, à peu près 5, 5,5% sans risque. Donc, ça veut dire qu'en plus de ces 5,5%, on va comparer ça à un bien immobilier. Donc, vous avez 5%, un taux d'intérêt à 5% que vous devez rembourser. Donc, en plus de ça, il faut faire 5,5%. Ça, c'est le taux garanti que vous pouvez faire sans risque. Donc, ça fait 10,5% de rentabilité. En plus de ça, faut être compensé quand même pour le risque que vous prenez, hein. Il y a un risque à acheter un bien immobilier. Donc, même si on prend 1 ou 2%, ça fait 12,5, 13% de rentabilité difficile à obtenir en France. Voilà. Donc, souvent, je vois des choses qui ne sont pas super rentables. Ça dépend. Hein, c'est vraiment au cas par cas. Quand je fais des calculs de rentabilité, en général, on tourne autour de 5%, hein, 5-6%. Dans ce cas, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire, alors qu'on peut faire sans risque liquide 5% sur les marchés, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire 5, s'embêter avec un bien immobilier, faire 5 ou 6%? Avec l'effet de levier. Bof, bof. Mais il y a une diversification, c'est plus facile à comprendre. Par contre, comme je le disais, ça manque de liquidité. Alors après, en termes de fiscalité, si vous faites un bien immobilier en France, il doit être en LMNP, loueur meublé non professionnel. Aussi, à chaque fois qu'on parle de l'immobilier en France, il faut penser à la transmission du patrimoine. Ici, on peut transmettre son patrimoine, 13,6 millions de dollars par adulte, sans impôt. En France, c'est 100 000 euros par adulte par enfant. 100 000 euros en France, 13,6 millions de dollars aux États-Unis. Donc, en termes de transmission du patrimoine, pas du tout intéressant d'avoir un bien immobilier en France. Même si vous résidez aux États-Unis, vous êtes soumis à la loi sur les successions française, si vous avez un bien immobilier en France. Donc, si vous devez acheter un bien immobilier, plutôt aux États-Unis qu'en France. Et puis, il n'y a pas que l'immobilier. Il y a l'immobilier en dur, mais il y a aussi ce qu'on appelle les SCPI. Alors, en France, ça ne vaut pas le coup. Les SCPI françaises sont taxées à 37,2 ou 47,2%. Donc, il y a des choses qui s'appellent des REIT ici aux États-Unis, des REIT. Au lieu d'acheter 100% d'un bien, vous achetez 1% de 100 biens. Ça peut être un compromis entre les marchés financiers et le marché immobilier. C'est un peu plus liquide que de l'immobilier pur et, ça ressemble un petit peu à des actions. C'est des parts d'immobilier. Ça, c'est une possibilité. Mais vous ne pouvez pas faire de prêt ici aux États-Unis pour acheter ces parts, alors qu'en France, vous pouvez. Alors, les autres possibilités. Donc, tout ce qui est life insurance, hein, qui n'est pas assurance vie, contrairement à ce que je vois, j'ai encore vu ça ce matin, des traductions pas fausses, mais misleading. Hein. Donc, il y a des gens qui vendent ce type de produit, qui parlent d'assurance vie, donc c'est familier pour les Français, mais ça fonctionne pas du tout comme une assurance vie. Une WALI, hein, une Whole Life Insurance, pas du tout comme une assurance vie en France. Hein, c'est vraiment une mauvaise traduction. C'est pour ça que je vais dire life insurance, assurance décès. Je le fais que dans 2 cas essentiels. Hein, ce type d'assurance, hein, moi je ne vends pas ce type de produit. Et par contre, je les revois très souvent. On m'envoie, on me dit: ah bah Guillaume, j'ai acheté une Wally, qu'est-ce que tu en penses? Et ben, je fais juste une simulation en reprenant les chiffres qu'ils donnent. Et on voit que ça vaut pas du tout le coup. Mais pas du tout. Hein, c'est vraiment ce type de produit comme investissement, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon parce que à la fin, on se retrouve avec 3 ou 4 fois moins que si on l'aurait investi, même de manière conservatrice. Hein, donc on dit: oui, mais Guillaume, euh, euh, il y a les death benefits ou ouais, mais moi je préfère, je sais pas, hein, je préfère payer des impôts et en plus j'ai pas d'impôts, etc. Ouais. Je préfère payer, euh, pour donner un exemple d'une assurance vie que j'ai vue il y a pas longtemps, hein, à la fin on avait 500 000 dollars. Hein, et donc on ne payait pas d'impôt sur 500 000 dollars au lieu de 1,5 million à 2 millions si c'était investi de manière conservatrice, sur 20 ou 30 ans. 1,5, je préfère payer des impôts 23,8% ou 15% sur 1,5 million plutôt que de me retrouver avec 500 000 dollars.
Donc oui, je paye des impôts. Mais ça, c'est le problème de se fixer sur un seul paramètre, les impôts. Je ne veux pas payer d'impôts. Et donc, du coup, bah, moi, je préfère payer des impôts sur une très grosse somme et avoir plus à la fin plutôt que de pas payer d'impôts du tout sur une petite somme. Mais le problème, c'est qu'on on voit pas l'image générale. Donc, je me bats contre ça pour dire vraiment, faites attention. Hein, c'est pareil quand j'ai des clients qui investissent dans des mauvais produits parce qu'ils sont pas chers. Hein. Je préfère payer 1% sur un produit qui me rapporte 10% plutôt que acheter un produit à 0,1% qui me rapporte 5%. Ouais, il y en a un plus cher, mais ça me rapporte plus. Hein, donc, toujours regarder l'image générale. Donc, quand est-ce que je fais une Wally? Bah, si vous avez beaucoup d'immobilier en France, hein, le problème, là, par exemple, j'ai eu un client, c'est assez exceptionnel, hein, c'est pour ça que c'est pour ça que je m'en souviens aussi. Il a reçu 12 millions de dollars en immobilier, 12 millions d'euros en héritage. Et bah, immédiatement, juste pour payer les frais de succession, hein, en France, au-dessus de 100 000 euros, on paye 5 à 45%. Il a dû revendre la moitié des biens, tout de suite, juste pour payer. Ensuite, il lui reste 6 millions en. C'est pas mal, hein. Il lui reste quand même 6 millions en biens immobiliers. Bah, le problème, c'est il faut s'occuper des deux immeubles qui restent. Il restait 3 immeubles. Les 2 immeubles qui restent, il a dû revendre un troisième juste pour payer les frais d'entretien et des choses comme ça des 2 autres immeubles. Hein. Et donc, il n'y avait pas les liquidités dans la succession suffisantes pour payer pour la succession. Donc, si vous avez beaucoup d'immobilier en France, bah, il va y avoir un problème de liquidité dans la succession. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir une WALI, une Whole Life Insurance, parce que du coup, vous recevez une somme d'argent que vous pouvez utiliser pour payer la succession sans avoir à revendre les biens immobiliers. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, si, si votre époux ou épouse n'a jamais travaillé et que vous n'avez pas suffisamment de patrimoine et que si vous mourrez à 50 ans, 60 ans, 70 ans, bah, il n'y aura pas assez de patrimoine pour que votre conjoint ou conjointe survive financièrement, là, ça peut être intéressant aussi d'avoir une WALI. Mais en tout cas, si c'est vous, protégez vos enfants jusqu'à ce qu'ils soient en âge de travailler ou pas, tout ce qui est protection, prenez une term life insurance. Ça coûte beaucoup moins cher. Hein. 2 millions, c'est 600 dollars. Si vous êtes en bonne santé et relativement jeune. Hein, c'est de cet ordre-là. Moi, j'ai acheté ma life insurance quand j'avais la trentaine, j'ai la quarantaine. Je paye toujours 600 dollars. J'ai pris pour 20 ans, 2 millions de dollars, 600 dollars par an. Hein. Une Wally ou un truc comme ça coûte 10 000 ou 20 000 dollars par an. Alors on me dit, oui, mais Guillaume, il y a la cash value. Ouais, mais sans compter l'inflation, hein, pour que vous reveniez sur vos frais, il faut 10 ans au moins. Si on compte l'inflation, il faut plutôt 13 ou 14 ans. Voilà. Oui, mais Guillaume, je peux emprunter sur les death benefits ou ouais, mais on peut faire ça aussi sur les marchés financiers. On peut emprunter avec son portefeuille et c'est au même taux. C'est le même taux. Donc voilà, donc le problème, c'est pas que les gens qui vendent ces choses-là sont malhonnêtes, c'est simplement qu'ils ne donnent pas le. Et ils ne sont pas obligés d'ailleurs, hein, contrairement à moi, où même légalement, je suis obligé de prendre votre meilleur intérêt avant le mien. Eux, ils ne sont pas obligés de faire ça. Hein, donc, ils doivent juste s'assurer que vous n'allez pas être en faillite si vous vendent le truc. Hein, et donc le niveau de. Donc, ça ne pose pas de problème pour vous vendre des choses comme ça. Et souvent, c'est pas des bons produits. Pareil pour les annuités. Les annuités, c'est pas. Alors, ça semble intéressant de recevoir une rente, hein, mais le problème, c'est que c'est pas indexé. Par exemple, c'est rarement indexé à l'inflation. Donc, 3 000 dollars aujourd'hui, ça, c'est 1 500 dollars dans 20 ans avec l'inflation. Ouais, mais le problème, c'est que on aura besoin de, à cause des frais de santé, des choses comme ça, on aura probablement besoin de plus d'argent et une annuité, ça ne marchera pas. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de choses comme ça. Alors, après un HSC, on me demande souvent, Guillaume, j'ai un HSC, je peux l'utiliser pour la retraite. Si vous n'êtes pas de nationalité américaine, très mauvaise idée, ce sera taxé en France. Si vous êtes de nationalité, pas de problème, de nationalité américaine, pas de problème, parce que vos investissements mobiliers sont taxés aux États-Unis, mais pas en France. Mais un HSC, c'est pas un compte retraite, c'est un compte santé. Donc, c'est pas couvert par la Convention franco-américaine. Donc, vous serez taxé en France là-dessus. Donc, 30%. Ah, c'est le taux en France. Donc, pas intéressant si vous n'êtes pas de nationalité américaine d'avoir un HSC. Voilà, donc il y avait, on a couvert pas mal de choses. Je sais, j'ai été relativement vite. On n'est peut-être pas rentré dans autant de détails que vous voulez, mais de toute façon, vous aurez le temps de poser des questions. Là,
On a un peu plus qu'une demi-heure. Et puis, je vais probablement, s'il y a beaucoup de questions, ça va probablement durer une heure et demie. Si j'ai pas le temps de répondre à vos questions, ou si vous devez partir avant que je réponde à vos questions, vous inquiétez pas, c'est dans l'enregistrement. Hein, c'est enregistré, donc j'arriverai à votre question et j'y répondrai. Hein, donc vous inquiétez pas là-dessus. Quand vous posez une question, donnez-moi le contexte. Un petit peu de contexte, parce que si c'est, enfin, et je vous demanderai quelquefois, là, ça dépend si vous avez la nationalité américaine ou pas la nationalité américaine. Donc, dites-moi si vous avez la nationalité américaine, green card, etc. ou pas. Il y a des choses, je sais qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé, c'est exprès parce que ça aurait été trop compliqué. Mais là, ça vous donne les grandes lignes de ce qu'il faut regarder pour la retraite. Voilà, donc je vais arrêter de partager et puis on va commencer à répondre aux différentes questions. Et je vais faire de mon mieux pour répondre aux questions. Hein. Le problème, c'est que moi, je dois connaître tout ce qu'il y a au côté américain, tout ce qu'il y a côté français et toutes les règles entre deux. Donc, il y a des choses quelquefois dont je ne me souviens pas ou que je rencontre pas très souvent. Donc c'est très difficile. Alors, est-ce que le recording sera disponible? Oui. Alors, les précédents webinaires, le recording, les enregistrements sont disponibles, mais de toute façon, je les refais la fois prochaine. Donc, inscrivez-vous pour le prochain webinaire sur les investissements, parce que aussi mes webinaires changent avec le temps, un petit peu. Hein. Ils deviennent ils deviennent de mieux en mieux, un peu comme le bon vin. Ils deviennent de mieux en mieux. Et donc inscrivez-vous sur le prochain webinaire sur les investissements, et comme ça, vous aurez les dernières mises à jour. L'accord entre la France et les États-Unis permet-il de cumuler les retraites françaises et américaines Social Security? Oui, donc c'est ce que j'avais dit. Quand on travaille de nombreuses années en France puis aux US, où doit-on demander sa retraite française? Bah, vous devez demander votre retraite française en France, votre retraite américaine aux États-Unis. C'est la caisse des retraites, la caisse des retraites en France classique. Si l'on possède des biens, mobiliers ou immobiliers, de chaque côté de l'Atlantique, est-il recommandé d'établir un will, un testament? Alors là, on s'écarte un petit peu du sujet, mais absolument. Donc, si vous habitez aux États-Unis, il vous faut un trust, un testament, une advance medical directive, un power of attorney. C'est les 4 papiers qu'il vous faut en termes de transmission du patrimoine, très très important. Je propose ce service, mais je préférerais que vous regardiez dans vos entreprises respectives si, si vous avez une legal assistance. Et dans ce cas-là, c'est possible que ce soit gratuit. Donc, je préfère que ce soit gratuit plutôt que vous passiez par moi. Si vous passez par WeFinancial, moi je travaille avec des avocats, on fait ça pour 1500 $ maximum, hein, tous ces papiers, un trust, testament, etc., en mettant une propriété dans le trust. S'il y a plus qu'une propriété, là, ce sera un tout petit peu plus cher. Mais donc, je pourrais faire un devis. Mais en général, c'est autour de 1500 $. Hein. Donc, si vous trouvez moins cher, allez-y, hein, faites-le. Il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'est côté américain. Côté français, est-ce que c'est la peine de faire un testament? En général, non, si vous habitez aux États-Unis. Si vous retournez en France, absolument, il faut faire un testament. Si vous habitez aux États-Unis, en général, c'est pas la peine. Les biens que vous avez en France peuvent être couverts par le testament américain. Hein. Si vous avez une situation un peu plus complexe en France, c'est peut-être mieux de faire un testament. Comment la one-for elimination s'applique-t-il sur le calcul des retraites? Oh là là, alors ça, à demander à des spécialistes de retraite ou à regarder en ligne. Je ne l'ai pas du tout en tête comment ça se passe parce que le calcul, hein, rien n'est jamais simple. Hein. Donc, je n'ai pas du tout en tête le calcul. Donc, ça, regardez sur Internet hein, parce que ça, j'ai pas de. Là, comme ça, là, je ne le connais pas. Si on travaille dans un troisième pays qui est en Europe, doit-on choisir le troisième pays européen? Est-ce que le troisième pays européen peut compter comme la France? Normalement, non, mais il y a peut-être des exceptions. Si on a travaillé aux USA, tiens, bonjour à notre Guillaume. Si on a travaillé aux USA dans 2 pays européens, les 3 expériences sont comptabilisées ou limitées à 2 pays max dans tous les cas. Ouais, donc intuitivement, je dirais que ça dépend du pays en Europe, parce que des accords entre pays, euh, ça dépend. Je suis désolé, ça dépend. Potentiellement. Potentiellement, oui, ça peut être quand c'est un pays européen, hein, si c'est dans l'Union européenne, c'est possible que ce soit additionné. Est-ce avantageux de faire sa demande de double nationalité franco-américaine pour obtenir la Social Security? Vous,
n'avez pas besoin de la nationalité américaine pour avoir la Social Security. C'est rien à voir. Vous pouvez avoir la Social Security si vous n'avez pas de nationalité américaine. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas besoin d'avoir la nationalité américaine pour avoir la Social Security. Bonjour, j'ai la double nationalité. Du coup, est-ce que cela a un impact sur ma retraite en France et aux US? Non, aucun impact. La nationalité, à partir du moment où vous avez travaillé aux US, vous avez cotisé aux US, grâce à la convention, encore une fois, grâce à la convention franco-américaine, euh, il n'y a pas de, vous n'avez pas besoin d'être de nationalité américaine pour percevoir une retraite américaine. Alors, je suis binational France-US. J'ai cotisé 6 ans en France et 20 ans aux US. Le site de la retraite française indique bien les 6 ans de travail en France et me donne une estimation pour la retraite. Très bien. Si je montre la retraite française, mes 20 ans de travail aux US, est-ce que j'aurai droit à une retraite française plus grande? Ah, donc ça, c'est intéressant. Euh, donc potentiellement, oui. Ça peut être majoré, mais 20 ans, ça fera 26 ans, ça fera pas 43 ans. Donc, pas sûr. Peut-être. Désolé, là, c'est vraiment peut-être, parce que de toute façon, il vous donne 6,43e. Donc, donc, ils vous donneront toujours 6,43e. Le fait que vous ayez travaillé 20 ans, ça, c'est une bonne question. Hmm. C'est une bonne question. À mon avis, non. À mon avis, non. Ça augmentera pas votre retraite. Euh, alors, on me dit, et pour le PEL, pareil. Oui, PEL, les intérêts du PEL, ils sont taxés aux États-Unis. Absolument. Aucun intérêt d'avoir en général, aucun intérêt d'avoir un PEL quand on est résident américain. Vous avez mentionné que si on travaillait dans 3 pays, on pouvait devoir choisir deux et perdre le bénéfice du troisième pays pour la retraite. Est-ce le cas si le troisième pays est dans l'UE comme la Belgique? Donc ça, j'y ai répondu déjà. Le 401k est imposé à la retraite aux US, mais pas en France. Correct. Même si on a la nationalité américaine. Que vous ayez la nationalité américaine ou pas, hein, le 401k est imposé aux États-Unis, mais pas en France. Ça n'a rien à voir avec la nationalité américaine. Le 401k est imposé à la retraite aux États-Unis, mais pas en France. En revanche, en France, il faut le déclarer. Il faut déclarer que vous avez vous avez pris de l'argent de votre 401k, et ça comptera dans le calcul de de votre retraite, ça comptera dans le calcul de votre tranche d'impôt en France. Le calcul donc votre tranche d'impôt peut augmenter, mais, mais le calcul mais vous ne serez pas taxé sur le 401k en lui-même en France. Quel est le moyen le plus économique pour transférer des fonds entre la France et les États-Unis? Wise, wise.com, ofx.com. Ne jamais passer directement d'une banque à l'autre. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas le fisc qui va frapper à votre porte pour dire d'où vient l'argent, etc. Ils peuvent tracer tout ça, hein, il n'y a pas de problème. Si on envisage d'être en retraite en France, faut-il faire un pré-tax 401k dans ce cas-là? Euh, Ça n'a rien à voir avec où vous allez passer votre retraite, pré-tax ou post-tax. Ça a à voir, enfin, ça n'a pas rien à voir. C'est un élément supplémentaire pour dire pré-tax ou post-tax, euh, mais, euh, mais ce n'est pas le seul élément. Hein. Donc, je suis désolé de ne pas vraiment répondre parce que ça dépend plus de votre tranche d'impôt aujourd'hui par rapport à votre tranche d'impôt à la retraite. Résident US marié à une américaine, question par rapport au slide sur le 401k. Je n'ai pas 23K pour le 401k cette année. Est-ce une bonne idée de retirer de l'argent d'un compte titre et donc de devoir payer un long-term capital gain en 2024 pour 23 000 $ dans le 401k? Potentiellement. Hein, parce que, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez investir de la même manière, c'est sur les marchés. Hein, donc, vous allez passer d'un compte taxable à un compte non taxable. Donc, si vous avez, donc moi, je préfère investir de la même manière dans un compte non taxable plutôt que dans un compte taxable. Hein. Donc, potentiellement, oui. C'est ce que je fais avec certains de mes clients. On fait un transfert indirect. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un transfert direct, hein, on ne peut pas transférer de l'argent directement dans le 401k, ça passe par le salaire. Quelquefois, on diminue on augmente la proportion du salaire qui va aller dans le 401k et on compense avec ce qu'on prend d'un autre compte, brokerage à compte, par exemple. Quel est le statut d'impôt d'un PEL français aux États-Unis? Les intérêts du PEL sont taxés comme revenus. Merci pour ce webcast. De rien. J'ai 38 ans et j'ai réfléchi à prendre la nationalité US avant de rentrer en France.
la possibilité d'avoir des investissements boursiers aux US taxés à 15% contre 30% en France peut-elle être peut-elle à elle seule justifier de prendre la nationalité US dans mon cas? Est-ce suffisant pour contrebalancer les coûts de la nationalité US lorsqu'on est résident français? Au comptable des déclarations à faire à l'IRS, perte d'abattements fiscaux, d'assurance vie, etc. Intuitivement, j'ai envie de dire oui. Après, ça dépend. Ça dépend de plus vous avez d'actifs investis dans des comptes taxables, plus c'est intéressant de prendre la nationalité américaine, 15% contre 30% en France. Hein, donc, taxé à 15% sur les gains au lieu de 30% en France, donc moitié moins. Donc, si vous avez 10 000 dollars, on s'en fout. Si vous avez 2 millions, ça fait pas mal. 200 000 dollars taxé à 15% au lieu de 30%, bah, ça fait une certaine différence. Hein, mais ce n'est pas la seule raison. Hein, c'est aussi, est-ce que vous voulez rentrer aux États-Unis un jour, ou est-ce que vous voulez revenir aux États-Unis, ou la possibilité d'aller venir entre les États-Unis et la France? Est-ce que si vous êtes en green card, vous allez payer une exit tax en partant? On n'en a pas parlé de l'exit tax parce que ce n'est pas le sujet de ça, c'est sur les retraites. Mais donc là, l'exit tax, la nationalité américaine, toutes ces questions-là, j'en parle dans le retour en France. Dans mon webinaire Retour en France. Mais en général, mes clients prennent la nationalité américaine avant de repartir en France, hein, de manière globale. Ils ont pas mal de patrimoine aux États-Unis. Slide sur les traditional. Vous avez dit, en cas de retour en France, gardez une adresse aux US, sinon ils vous fermeront vos comptes. Pourriez-vous clarifier, s'il vous plaît, est-ce pour des raisons réglementaires ou pour leur simplifier la vie? Donc, ouais, ça, c'est quelque chose qu'on découvre, que mes clients découvrent quelquefois trop tard, hein, quand ils changent leur adresse. Parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils ont peur, parce que les institutions, et je parle des institutions financières uniquement, IRS, État, là, il faut changer votre adresse pour une adresse française. C'est uniquement les institutions financières, euh, parce qu'elles pensent, et je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, ce n'était pas le cas, elles pensent qu'elles vont avoir des obligations par rapport à la France. La France a des obligations par rapport aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas d'obligation par la France, à la France, à ma connaissance. Et donc, plutôt que de s'embêter à étudier la question, ils disent, bah, pour tous les gens qui sont en dehors des États-Unis, dans des pays comme la France, eh ben, on va pas les garder. Donc, c'est pas que c'est illégal, hein, c'est juste, elles veulent pas s'embêter, etc. Hein. Donc, après, euh, si vous êtes de nationalité américaine, vous avez le droit d'avoir une adresse aux États-Unis. Si vous n'êtes pas de nationalité américaine, là, ça se discute. Hein, pourquoi garder une adresse aux États-Unis? À voir. Mais si vous êtes de nation, moi je suis de nationalité française, pour des trucs administratifs, j'ai l'adresse de mes parents en France. Je ne me pose pas la question si c'est légal ou pas. Hein, c'est juste plus simple. Juste plus simple qu'ils reçoivent mon courrier en France ou des trucs en France, plutôt que ce soit envoyé aux États-Unis. Je me pose pas ben là, c'est la même chose. Donc si vous êtes de nationalité américaine, ça pose aucun problème, éthique ou autre. Si vous n'êtes pas de nationalité américaine, là, ça me pose un peu plus de problèmes. Et puis de toute façon, il n'y a pas de raison. Si vous n'êtes pas de nationalité américaine, il n'y a pas de raison de garder un brokerage à compte aux États-Unis. Vous pouvez faire exactement la même chose en France. Donc après, les ARA, les 401k, etc. Là, pour ça, il faut garder une adresse physique aux États-Unis. Comme ça, ils ne fermeront pas vos comptes. Je suis de nationalité française et américaine si je choisis ma sœur, qui est française luxembourgeoise vivant au Luxembourg, comme bénéficiaire à mon décès, à mon 401k ou autre. Est-ce qu'elle devra payer des impôts sur la succession? Je ne connais pas la fiscalité du Luxembourg. Si elle était en France, non. Si elle était en France, elle ne paierait pas d'impôt de succession. Donc j'imagine qu'au Luxembourg, ce sera la même chose, mais ça dépend. Hein, ça dépend des pays, malheureusement. Il n'y a pas de truc global. Pour un Français qui rentre en France et qui n'a pas de nationalité américaine, est-ce que les distributions du Roth IRA sont vraiment tax-free? Oui. J'ai l'impression que les gains pourraient être considérés comme FDAP et donc taxés à 30%, ce qui annulerait l'avantage du Roth. Non. Si vous m'envoyez un email, Matt, je vous envoie l'endroit dans la convention où c'est marqué. Pas dans la convention elle-même, c'est dans la technical explanation. Donc, il a fallu que je la trouve. Mais maintenant que je l'ai, je l'ai bien en place, je sais exactement, parce qu'effectivement, j'ai vu que certains comptables faisaient l'erreur de déclarer un Roth IRA en France, hein, comme taxable. Et donc, j'ai dû aller trouver la source exacte où ils disent non, un Roth IRA, c'est considéré comme un compte retraite, donc non taxable. Ça, c'est marqué noir sur blanc. Votre opinion sur les VUL, Variable Universal Life Insurance. Même chose que pour les Whole Life Insurance, et que toutes les Life Insurance,
pas nécessaire pour 99% des personnes. J'ai fait une étude il y a 15 jours pour un client sur sa variable Universal Life Insurance. Ouais, c'était pas génial. Ouais. Ah, c'était pas le top du top. Alors, il avait déjà mis tellement d'argent dedans que je lui ai dit de ne pas la fermer et de la garder, et puis pas de remettre plus d'argent dedans. Mais on était pareil, hein, ce que je vois habituellement. Ah oui, tiens, j'ai fait pour quelqu'un. On a fait la même technique qu'eux, ils ont fait. Donc, il y avait dans la variable annuity, il y avait 10% de buffer. C'est-à-dire que si les marchés baissent de 10%, eh ben, on perd rien. Et après ça, on commence à perdre. Et donc, on a fait la même technique avec, avec deux ETF. Un ETF euh, qui prend 1% quand les marchés chutent de 1%. Donc, on avait fait 90% sur un ETF S&P 500 et 10% sur un ETF contre le S&P 500. Et on était tombé exactement au même chiffre que cette personne avait après 6 ans. Exactement, presque exactement à quelques dizaines de milliers de dollars près. Hein, donc, on avait la même somme, sauf que là, c'était liquide. Hein, on n'était pas obligé d'emprunter, il n'y avait pas de frais de sortie, etc. Donc, c'est liquide, c'est moins cher. euh, aucun intérêt à faire une variable Universal Life Insurance. Zéro. Hein, la combinaison d'un compte, d'un brokerage à compte et d'une term life insurance, ça sera aussi bien. Encore une fois, une term life insurance, c'est tellement moins cher que, qu'il n'y a pas de. Enfin, c'est vraiment évident. Hein, quand je fais des calculs, c'est évident. Vous avez dit que l'on utilisait. Alors, slide 17 sur la CFE. Vous avez dit que l'on n'utilisait pas pour valider des trimestres. Correct. J'ai souscrit pendant 9 mois, le temps de mon congé maternité aux US, car j'étais sans emploi. Confirmez-vous que cela me permet bien de cotiser sur ces 3 trimestres? Le temps de mon congé maternité aux US, car j'étais sans emploi, permet de bien cotiser sur ces 3 trimestres. Oui, absolument. Vous avez cotisé sur ces 3 trimestres et du coup, ils sont validés. Pour le coup, ça c'est une des exceptions. Hein, je dis toujours, en règle générale, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des. Donc là par exemple, c'est un bon cas où effectivement, potentiellement, c'était pas une mauvaise idée de faire ça, parce que vous avez bien cotisé à ces 3 trimestres, parce que vous n'avez pas travaillé aux États-Unis. Concernant le retour en France avec un ARE ou Roth IRA, l'adresse physique peut-elle changer à une PO Box? Non, pas de PO Box, pas de Virtual Mailbox. Comment sont traités les binationaux aux USA? Comment sont traités ils sont ignorés. Peu importe que vous soyez binational ou pas, les USA ne prennent pas en compte le fait que vous ayez une nationalité française, tout comme la France ne prend pas sous réserve, enfin en tout cas, ne prend pas en compte que vous ayez une nationalité américaine, sauf quand vous voulez ouvrir des comptes, etc. Mais ils s'ignorent mutuellement. Merci pour la présentation, de rien, avec plaisir. Je suis en visa L2, green card en cours, ok. Est-ce que c'est possible d'ajouter de l'argent sur mon 401k si on ne travaille plus pour l'entreprise? Non. Une fois que vous ne travaillez plus pour l'entreprise, vous ne pouvez plus ajouter d'argent dans votre 401k. C'est terminé. Si vous travaillez à votre compte, vous pouvez faire un solo 401k. Mais vous ne pouvez plus rajouter d'argent à un 401k. Et pareil, si vous partez des États-Unis, vous ne pouvez plus rajouter d'argent à un 401k. Il faut avoir des revenus américains, des revenus du travail américain. Avec la citoyenneté américaine, mais résident français, est-ce que le HSC serait taxé en France? Non. Si vous avez la citoyenneté américaine, le HSC n'est pas taxé en France. Bonjour, dans quelle catégorie est le PERP, datant de 2010 environ? Plan d'épargne retraite. Donc, rien de spécial. Vous ne pouvez pas le fermer. C'est pas considéré, c'est pas taxable nulle part. C'est un plan de retraite, donc c'est couvert par la Convention franco-américaine. Pourriez-vous, CVP, développer les distinctions entre comptes avant et après impôt? Nous sommes entrepreneurs en green card, nationalité américaine à venir cette année. Merci. Donc, les comptes avant impôt, tout ce que vous mettez à l'intérieur, et je parle en règle générale, encore une fois, il y a des subtilités, mais tout ce que vous mettez à l'intérieur, vous le déduisez de vos revenus. Donc, imaginons que vous gagnez 100, et on va prendre un chiffre précis, comme ça, ce sera plus simple à calculer. Vous gagnez 123 000 dollars par an. Vous mettez 23 000, donc vous êtes taxé sur 123 000 dollars. Vous mettez 23 000 dollars dans un 401k en pré-taxe, vous êtes taxé sur 100 000 dollars. Vous n'êtes plus taxé sur 123 000 dollars. Voilà. C'est ça que ça veut dire pré-taxe. Post-taxe, c'est-à-dire que vous êtes taxé sur 123 000 dollars, vous avez mis 23 000 dollars dans un post-taxe,
Mais sur ces 23 000 dollars, ils vont en moyenne doubler tous les 10 ans. Hein. Sur les marchés financiers, ça double à peu près tous les 10 ans. Donc, ça fera 46 000 dollars dans 10 ans. Ça fera 92 000 dollars dans 20 ans. Et bah, sur tous les gains, 92 000 dollars moins 23 000 dollars, ça sera non taxable quand vous retirez l'argent après 59 ans et demi. Ou ces gains, 92 moins 23, je ne veux pas faire le calcul de tête, j'ai peur de me tromper, mais ça doit faire 69 000. Euh, euh, tous ces, euh, tous ces gains-là, non taxables. Donc ça, c'est intéressant. Est-il une façon de continuer à contribuer à un Roth IRA alors qu'on cesse toute activité? Non. Non. Il faut au moins avoir une activité qui vous rapporte le montant que vous voulez mettre dans un Roth IRA. Donc, si vous faites du consulting 7000 et que vous gagnez 7000 dollars, vous pouvez mettre ces 7000 dollars dans le Roth IRA, mais vous devez avoir une activité. L'autre moyen, tiens, je viens d'y penser, l'autre moyen, mais ça crée des impôts, c'est de faire une conversion. C'est de prendre un compte pré-taxe et de transformer en Roth IRA. Ça, c'est possible. Mais si vous avez 100 000 dollars dans le compte pré-taxe et vous transformez en Roth IRA, ces 100 000 dollars, ils sont taxables. Vous êtes passé d'un pré-taxe à un post-taxe. Donc, vous devez payer comme si vous aviez des revenus sur 100 000 dollars. Et vous ne serez plus jamais taxé après. Ça, c'est ce qu'on fait pour les gens qui sont à la retraite quelquefois. À 59 ans et demi, après 59 ans et demi, on fait des conversions. Dans le cas de non-résidents américains Visa G4, quels sont les produits type 401k solo pour investir? euh, Non. Donc, vous êtes. Alors là, il y a des confusions. Vous êtes. Donc, il y a le statut d'immigration et le statut fiscal. Donc, vous êtes, même en G4, vous êtes résident américain, du point de vue fiscal. Pas du point de vue de l'immigration, mais du point de vue fiscal, hein, vous êtes c'est un non-immigrant de visa, mais vous êtes résident américain. Hein. Donc, vous avez le droit au Roth IRA, vous avez le droit à Traditional IRA, vous avez le droit à tout ça. En visa G4, à partir du moment où vous habitez aux États-Unis. Hein. Il y a une différence entre euh, la, euh, la, la façon dont c'est vu fiscalement et la façon dont c'est vu par l'immigration. Donc un G4, c'est un peu comme un E2. C'est des visas non immigrants. Mais vous habitez aux États-Unis, vous êtes résident américain, vous avez le droit à ça. Un solo 401k, c'est uniquement si vous êtes à votre compte. Mais en G4, vous n'êtes pas à votre compte. Vous travaillez probablement pour une non-profit ou pour quelqu'un à l'international. Hein, probablement. Donc, faut voir via cette organisation si vous avez accès à un 401k. Normalement, non. Hein, je travaille avec des gens qui sont en G4. En général, ils n'ont pas accès à un 401k. Pour ceux qui ont la double nationalité, dans quel pays devrons-nous payer des taxes? Dans votre pays de résidence. En premier. Alors après, ça dépend. Si vous êtes, c'est toujours comme ça. Les États-Unis, c'est un des seuls pays dans le monde avec l'Érythrée à côté de l'Éthiopie, où que vous soyez dans le monde, vous avez des responsabilités par rapport, si vous êtes de nationalité américaine, vous avez des responsabilités par rapport aux États-Unis. Les autres pays, ils s'en fichent. Ah, moi, je suis français, de nationalité française, je déclare rien en France parce que j'ai pas de revenus en France. Donc, j'ai rien à déclarer en France. Par contre, si j'étais en France, je devrais déclarer des choses aux États-Unis. Je suis une nationalité américaine. Donc, je devrais déclarer des choses aux États-Unis. Vous êtes taxé dans le pays, tout ce qui est non taxé dans un pays est taxé dans l'autre avec quelques exceptions, comme je l'ai dit. Donc, vous êtes d'abord taxé dans le pays où vous avez des revenus, et puis après, bah, il n'y a pas de double taxation. Hein. Donc, il y a des systèmes de retrait des taxes d'un pays à l'autre, etc. Donc, tout dépend si vous êtes résident français, résident américain. Euh, Avez-vous un retour d'expérience sur la plateforme Interactive Brokers? Oui. Apparemment, ils permettent à leurs clients d'avoir des adresses à l'étranger. Oui, plus ou moins. Je suis inquiet des risques de garder une adresse physique aux États-Unis. Je n'habite plus aux US dans le futur. Sur le long terme, je me dis qu'il y aura toujours un moment où Fidelity, Vanguard découvriront que je ne suis plus aux US et fermeront mes comptes. Oui, c'est possible. Mais c'est le choix entre le risque qui ferme vos comptes un jour ou la garantie qui ferme vos comptes aujourd'hui. Hein, donc, dans tous les cas, ils fermeront vos comptes. Après, encore une fois, Schwab, Interactive Brokers, boîtes comme ça, ils sont un peu plus expat-friendly. Hein, donc, ils sont un peu plus sympathiques aux expats, mais c'est en train de changer. Donc, Interactive Brokers, oui, c'est possible qu'ils acceptent une adresse en France. Schwab aussi, potentiellement. Encore une fois, avec mes clients qui sont en France et qui ont des comptes chez Schwab, hein, le gardien de l'argent de mes clients qui ont des investissements, c'est Schwab. On a une adresse physique aux États-Unis, c'est leur ancienne adresse, ils n'y habitent même plus. Par contre, leur adresse courrier, on l'a mis en France. Et ça passe. Ou alors, on fait une virtual mailbox.
pour leur adresse courrier, mailing address. La CFE ne sert pas à valider les trimestres travaillés aux US pour ma retraite française. Correct. Je croyais le contraire. Je viens juste de m'inscrire à la CFE. Oui, bah, Sophie, non. Désolé. Ils sont validés, vos trimestres sont validés. La CFE, ça s'agit juste de contribuer à votre retraite française. Donc, vous aurez une plus grosse retraite française, pas beaucoup plus grosse, hein. Encore une fois, ça ne vaut pas le coup, la CFE. Il est devenu difficile d'ouvrir des comptes en France quand on est résident aux US. Quelle est la règle pour les banques? Pas d'adresse en France. Donc, il y a un truc qui s'appelle France Pay, qui permet maintenant d'ouvrir un compte en France sans problème, quand on a une adresse aux US. Il y a aussi wise.com, vous pouvez ouvrir un compte en euros. Pourquoi voulez-vous vous embêter avec une banque française? Pourquoi? Il y a vraiment une raison. Vous payez des frais pour rien du tout avec une banque française, et en plus, ils vous traitent pas très bien. Donc, une banque type wise.com, un compte en euros, c'est ce que j'utilise. Je n'ai pas de banque en France. Et j'ai un IBAN, j'ai un RIB. Mes parents peuvent m'envoyer de l'argent à leurs petits-enfants. J'ai 2 enfants. Ou je peux envoyer de l'argent à mon frère et à ma soeur. Ça ne pose pas de problème. Wise.com. Pourquoi aller s'embêter à la BNP ou à Société Générale ou des banques comme ça qui vivent dans les années 90? Je ne sais pas. Pouvez-vous clarifier traditional 401k taxé aux US mais pas en France? Ça veut dire qu'aucune taxe si on vit en France, green card, ou seulement des taxes américaines. Ça veut dire, quand vous retirez l'argent du 401k, si c'est en pré-taxe, après 59 ans et demi, c'est considéré comme revenu aux États-Unis. Donc imaginons que vous retirez 50 000 dollars, c'est sera taxé à 10% aux États-Unis, dans la tranche d'impôt des 10%. Vous paierez 10% aux États-Unis, vous ne paierez rien en France sur cet argent. C'est tout simple. Mais vous paierez des taxes à un endroit, il ne faut pas rêver. Vous paierez des taxes aux États-Unis. Je suis citoyenne française et j'ai travaillé pour ainsi dire uniquement aux États-Unis. J'ai un 401k, un Roth. Comment faire pour ma retraite si je désire revenir en France? Comment faire? Ça ne pose pas de problème. Je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment comment faire pour ma retraite parce que c'est juste des comptes. Vous retirez l'argent, vous déclarez que vous avez retiré l'argent aux États-Unis, vous déclarez l'argent en France, vous bénéficiez de la convention américaine, vous n'êtes pas taxé en France. Vous êtes taxé uniquement aux États-Unis. Donc, il n'y a pas, enfin, comment faire, si c'est la partie technique, vous avez un compte américain, vous retirez l'argent dans le compte américain, vous virez l'argent en France, et puis voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en gros, ça va être ça. Pourquoi le nombre de pays pour le calcul de la retraite est limité à 2? Est-ce lié au pays ou est-ce un nombre fixe? Merci. C'est lié au pays. Ce n'est pas forcément un nombre fixe. Alors, le pourquoi, j'en sais rien. C'est juste comme ça. Visa 3 ans, 6 mois aux USA. Pas encore de crédit score. Comment faire pour accélérer et avoir un crédit score pour acheter une maison? Rester 3 ou 4 ans. Pourquoi voulez-vous acheter une maison si vous allez rester 3 ou 4 ans? Une maison, on y reste 5 à 10 ans. Si vous achetez une maison, vous allez vous fixer à un endroit pour juste 3 ou 4 ans. Enfin, ça n'a pas vraiment d'intérêt. 3 ou 4 ans, si le marché immobilier continue à être bof, vous avez des chances de perdre de l'argent. Plus les frais d'achat de maison, etc. Donc, non, il n'y a pas de. De toute façon, votre crédit score, non, il n'y a pas de moyen d'accélérer. De toute façon. Mais vous devriez, enfin, à mon avis, vous ne devriez pas acheter une maison. Pourquoi faut-il être résident fiscal américain, vivre aux US pour toucher la social. Pourquoi faut-il être résident fiscal américain, vivre aux US pour toucher la Social Security? J'ai jamais dit ça. Vous ne devez pas être résident fiscal américain pour toucher la Social Security. Vous pouvez être toucher la Social Security où que vous soyez. Pourriez-vous repréciser s'il vaut mieux financièrement prendre un IRA ou Roth IRA? En général, c'est mieux de prendre un Roth IRA. Voilà. Mais attention, il y a des limites d'income. Donc, il faut faire une backdoor Roth IRA conversion. Mais en général, c'est intéressant parce que si vous prenez un IRA, vous serez taxé. Si vous gardez l'argent dans l'IRA et que vous ne pouvez pas le déduire de vos revenus aujourd'hui, vous serez taxé sur les gains plus tard. Mais encore une fois, je pourrais passer une heure à parler de cette technique. Ça dure 15-20 minutes, peut-être pas une heure, mais 15-20 minutes d'expliquer cette technique du backdoor Roth IRA quand je le fais avec mes clients. Donc, mais croyez-moi sur parole, désolé, je ne peux pas expliquer plus parce qu'il y a encore pas mal de questions, mais c'est un Roth IRA qu'il vous faut. Dans les grandes lignes, quels sont les avantages du 401k after tax? Le 401k after tax, vous pouvez mettre jusqu'à 46 000 $ dessus, moins le match de votre entreprise.
Cet argent, il faut le faire, ce qu'on appelle une méga backdoor Roth IRA conversion, encore un autre terme. Désolé, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas moi qui les ai inventés. Donc, l'after tax 401k, il faut l'envoyer dans un Roth 401k. Hein, ça, c'est la petite question. Et vous serez plus jamais taxé sur cet argent. Donc, vous envoyez 40 000 dollars. 40 000 dollars, c'est 80 000 dollars dans 10 ans, 60 000 dollars dans 20 ans, 320 000 dollars dans 30 ans. Aucune taxe là-dessus quand vous retirez l'argent. Zéro. C'est ça le gros avantage. Ça, c'est le premier avantage. En plus de ça, les 40 000 dollars que vous avez mis, vous pouvez les retirer quand vous voulez, sans pénalité, sans impôt, avant 59 ans et demi. Peut-on inclure un bien immobilier français dans un trust américain? Non, le trust, c'est uniquement pour la partie américaine. Le trust n'est pas reconnu en France. Hein, donc, c'est uniquement quand vous êtes aux États-Unis que vous faites un trust. Après, quand vous partez en France, ça ne vaut plus rien. Merci Guillaume, plein d'infos utiles, avec plaisir. Si je veux faire un point financier avec toi, as-tu une liste de choses à préparer? Les relevés de compte, bien entendu, mais il y aura plein d'autres choses. Absolument. Donc, ouais. Donc, déjà, il y a plein de choses. Avant même de prendre rendez-vous avec moi, déjà, il y a plein de choses à faire. Donc, il faut prendre un premier rendez-vous pour que déjà on fasse connaissance. Hein, donc ça, il y a un questionnaire sur mon site, un questionnaire rapide. Ensuite, il faut signer un contrat. Avant même que je récupère un certain nombre d'infos, idéalement, il faut signer enfin pas idéalement, il faut signer un contrat hein, pour qu'on soit en relation. Et après ça, effectivement, je demande un certain nombre d'infos, liste des actifs, dernière fiche de salaire, dernière imposition, et puis income et expenses. Combien vous dépensez, combien vous gagnez. C'est à peu près tout. J'essaie de faire les choses simplement. On peut faire un plan financier sans avoir besoin de 10 milliards de choses. Je vis aux USA depuis 11 ans, je possède la green card, pas la nationalité américaine. Je compte rentrer en France à moyen terme, dois-je devenir américain pour simplifier les futurs échanges, est-ce pénalisant une fois en France? Donc, le problème quand vous êtes en green card, c'est qu'il y a un compteur qui s'est déclenché, ce compteur il est de 8 ans. Donc, ça fait 11 ans que vous êtes en green card, donc vous êtes un covered expatriate. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que potentiellement, si vous quittez les États-Unis, que vous rendez votre green card, on vous la reprend, vous pouvez payer une exit tax. Donc ça, il faut voir si vous allez être soumis à l'exit tax. Je vous invite à aller sur mon blog, taper exit tax dans la recherche, vous allez voir tous les critères pour l'exit tax. Probablement, si la majorité de vos actifs est aux États-Unis, c'est mieux de prendre la nationalité américaine. Très probablement. J'avais compris que la demande de retraite française devait être demandée au bureau de la SSS à Baltimore. Non, le bureau de la SSS à Baltimore, c'est pour la sécurité sociale. Et ça n'a rien à voir avec la France. Rien à voir. Non, par contre, vous devez dire au bureau que vous avez une retraite française, etc. Enfin, mais ça, c'est pour demander la Social Security, mais pas pour la retraite française, à ma connaissance. De nationalité française en visa L1, j'ai un HSC avec ma compagnie et configure pour investir. Si je dois quitter les US pour un autre pays dans quelques années, faut-il le liquider? Mieux vaut attendre un certain âge, ou bien c'est possible de le garder aux US avec une adresse physique aux US, adresse actuelle. Donc oui, à mon avis, vous devriez avoir 0 si vous partez, si vous êtes en visa, hein, parce que vous allez être taxé dans un autre pays. Si vous retirez l'argent, vous aurez une pénalité de 20% sur les gains. Donc pas une bonne idée d'avoir un HSC. Ah oui, des conseils particuliers pour les propriétaires d'entreprise. Voilà, j'ai plein de conseils pour les propriétaires d'entreprise. Là, c'est vraiment super large. Oui, j'ai des conseils particuliers pour les propriétaires d'entreprise. Hein. Est-ce que vous avez un 401k dans votre entreprise? Est-ce que vous avez fait un trust où vous avez mis votre entreprise? Qu'est-ce qui se passe si vous mourrez? Est-ce que ça passe à vos enfants? Est-ce qu'une part de l'entreprise passe à vos enfants? Enfin, il y a plein de trucs à dire pour les propriétaires d'entreprise. Ouais. Mais ça, c'est une question ça, c'est une question vraiment très large. Guillaume, merci pour toutes ces informations, de rien. Je suis arrivé aux USA en 2016 et cotisé à la CFE depuis mon arrivée. Dommage. A priori, pas une bonne idée, mais je suis passé par différents formats, différents visas, maintenant Green Card depuis 2 ans. Est-ce que la totalité de l'argent déjà cotisé depuis quasiment 8 ans sera retrouvée lors de la retraite? Oui. Ça sera retrouvé d'une certaine manière. Ça augmentera la retraite française. Pour les citoyens US qui deviennent résidents français, est-il possible de continuer à investir dans un brokerage à compte aux US? Pour les citoyens US qui deviennent résidents français, ok. Est-il possible de continuer avec faire un backdoor Roth IRA tous les ans? Y a-t-il des restrictions? Alors, si vous êtes citoyen US, est-il possible de continuer à investir dans un brokerage à compte aux US? Oui, à condition d'avoir une adresse physique aux US. Très important.
Est-il possible de continuer à faire un backdoor Roth IRA? Non. Parce que la backdoor Roth IRA, vous devez avoir des revenus. Déjà, pour cotiser à un IRA, vous devez avoir des revenus aux États-Unis. Donc, vous n'avez pas de revenus aux États-Unis, vous êtes en France. Donc, non, ça, ce ne sera pas possible. Quels sont les impacts fiscaux déclaratifs successoraux sur la durée de détention de la green card? Avant 8 ans, après 8 ans. Avant 8 ans, aucun impact particulier. Après 8 ans, il y a une exit tax si vous partez des États-Unis, mais c'est comme si les États-Unis vont vous taxer sur les gains de tous vos investissements mondiaux, mais il y a un abattement à vérifier, 864 000 $. Donc, il faut quand même avoir pas mal de gains. Mais c'est le seul impact fiscal lié à la détention de la green card. Is there a time limitation during your retirement which you should not exceed to avoid paying taxes in the US or France, income tax? Is there a time limitation during your retirement which you should not exceed to avoid paying tax in the US? Je suis pas sûr de comprendre. Non, alors non, il n'y a pas particulièrement de time limitation, mais il faudrait que j'en sache un peu plus ce que vous voulez dire par time limitation. Pas sûr de comprendre. Ayant travaillé toute ma vie aux US, ayant la double nationalité, est-ce qu'il y a moyen de recevoir la sécurité sociale médicale? Ah, donc pas la sécurité, pas la Social Security, la médicale en France, si on prend notre retraite en France. Absolument. La santé, ça fait partie de mon webinaire sur les retours en France. Vous êtes couvert par la couverture santé universelle après 3 mois de résidence en France. Donc pour ces 3 premiers mois, vous prenez une assurance internationale et après 3 mois, vous êtes couvert par Puma. Vous êtes couvert par l'assurance santé. Voilà. Donc, pas de souci là-dessus. C'est beau la France. On couvre tout le monde. À partir du moment de résident, on couvre tout le monde. Alors, on arrive à la fin de cette demi-heure. Je vais continuer, ne vous inquiétez pas, j'ai encore du temps. Donc, je vais continuer à répondre aux questions. Encore une fois, pour les gens qui veulent partir, n'hésitez pas à partir. Pour ceux qui veulent rester, vous allez encore apprendre pas mal de trucs parce que je vois qu'il y a plein d'autres questions. Mais de toute façon, ce sera dans l'enregistrement. Donc, pour ceux qui partent, merci d'avoir participé. Alors, binational USFR ne recevant que des retraites US, donc elles seront taxées que par les US seulement. Si je décide de quitter les US et de finir mes jours en France, elles ne seront pas taxées en France. Cependant, la France m'imposera-t-elle des contributions du genre CSG, CRDS ou de solidarité sur ces retraites? Non, il y aura probablement une taxe Puma. Il y aura probablement une taxe Puma, couverture universelle. Ouais, c'est dégressif. 6,5% jusqu'à moins. Donc ça, il y aura cette taxe-là au moins. Au moins ça. Mais normalement, rien d'autre. Nous avons les 2 nationalités. Nous vivons en Californie depuis 30 ans et pensons rentrer pour notre retraite en France d'ici 3 ans. Nous avons un profit sharing et un 401k. Et on nous suggère de voir si on ne devrait pas, avant notre retour, les convertir en Roth IRA qui pourrait nous aider à comparer la fiscalité future de notre 401k versus celle d'un Roth IRA pour déterminer si la conversion permet d'optimiser notre fiscalité de retraite. On vous a suggéré, alors c'est on, est-ce que c'est des conseillers financiers? Est-ce que c'est pas des conseillers financiers? Si c'est des conseillers financiers, ils devraient pouvoir faire ça. Hein, c'est ce que je fais, ce type de choses, c'est ce qu'on fait avec mes clients. Donc après, je suis en train de regarder. Si c'est d'ici 3 ans, faut attendre, enfin, faire conversion, faut attendre de plus avoir de revenus pour faire le calcul. Donc ça, c'est un peu, si vous n'êtes pas encore en retraite, c'est un peu trop tôt pour faire ça. Pardon, 10 ans en France, 10 ans au Royaume-Uni, maintenant je suis aux US depuis 1 an. Mes trimestres ne sont pas pris en compte aux US, mais j'aurai mon 401k. C'est bien ça? Correct. Peut-être il vaut mieux que je paie la CFE pour éviter le problème du 3e pays. Peut-être. Tout dépend de votre patrimoine. Pourquoi perdre 600 € dans la CFE alors que 600 €, ils peuvent être investis quelque part ailleurs et rapporter plus? Je ne sais pas. Ça dépend des situations. Vos réflexions sur la non-nécessité de cotiser à la CFE est valable. Merci. Si on travaille aux US, quand on ne travaille pas aux US ou en indépendant, est-ce utile de cotiser à la CFE? Quand on ne travaille pas aux US, qu'est-ce que vous faites pour mon webinaire si vous ne travaillez pas aux US?
Euh, En indépendant, enfin, non, encore une fois, la CFE, encore une fois, c'est égoïste de dire ça, mais je doute que 600 euros investis dans la CFE par mois euh, vous rapportera plus en termes de retraite plus tard que si ces 600 euros étaient investis sur les marchés financiers. C'est tout, hein, le calcul, il est simple. Mais je peux me tromper, hein, je ne connais pas le futur. Quand vous dites 23 000 dollars max sur un 401k, est-ce que c'est par année ou au total? Ah bah non, c'est par année. 23 000 dollars par année. Comment marche une backdoor Roth conversion? Trop long à expliquer. Je vais l'expliquer en une phrase, mais il faut faire plus de recherches. Vous mettez de l'argent, vous contribuez à un traditional IRA, vous transférez l'argent du traditional IRA au Roth IRA. Ça a l'air simple comme ça, c'est un des concepts les plus compliqués pour mes clients en général. Pourtant, c'est relativement simple, hein. C'est comme ça qu'il faut faire, mais il y a des questions, est-ce qu'on paye des impôts? Et puis après, comme c'est déclaré par les CPA ou sur TurboTax, il y a plein d'erreurs. Donc, il faut faire attention à ça. Avez-vous une autre banque que Wise.com pour transférer l'argent des US en France? OFX. Il y en a plein, hein. Il y a OFX.com aussi, euh, que je connais. Un avis sur l'ARA de Robinhood qui ne permet pas qui ne permet d'investissement qu'en stock. Non, enfin, j'ai pas de. Après, si vous voulez investir dans des actions individuelles, faut avoir un process. En général, c'est plutôt du feeling. Ah tiens, j'aime bien Google, je vais acheter Google. Ou tiens, j'ai un client l'année dernière a acheté Nvidia. Il dit tiens, j'ai acheté Nvidia, c'est plus 300%. Est-ce que je dois le vendre, Guillaume? Ben, pourquoi tu l'as acheté? Il dit bah, j'en sais rien, je le sentais bien. Il dit bah, est-ce que tu le sens toujours bien? Il dit bah, je sais pas. Bah, moi non plus. Hein, si vous n'avez pas de raison pour acheter quelque chose, bah, vous n'aurez pas de raison pour le vendre. Hein, donc c'est facile d'acheter quelque chose, c'est beaucoup plus difficile de le vendre. Tesla, par exemple, ça a baissé de 40% cette année. Est-ce que c'est une super opportunité pour revenir sur l'action ou est-ce qu'il faut dégager le truc parce que ça va encore plus baisser? Et si vous n'avez pas un process, si vous n'avez pas une raison, des données précises pour lesquelles vous avez acheté cette action, eh ben, vous ne saurez pas quand la vendre ou quand en acheter plus. Voilà. Donc c'est ce que je dis toujours à mes clients, ayez un process. J'ai entendu que choix de transfert sur Schwab International pour les Américains vivant à l'étranger, pour IRA, Roth IRA, est-ce vrai? C'est vrai pour les gens qui habitent dans certains pays. La France ne fait pas partie de ces trucs-là. Hein, c'est une des choses que je regarde chez Schwab. Vous allez ouvrir un compte sur Schwab International. Il y a un drop-down avec la liste des pays. Et puis, vous choisissez un pays. Et si vous choisissez, par exemple, la Belgique, pas de problème, il vous ouvre un compte. Si vous choisissez la France, il vous ouvre pas un compte. Donc, oui, c'est vrai, mais ça ne marche pas pour la France. Quel est le meilleur moyen d'extraire et de transférer un revenu à partir de la retraite par capitalisation, vendre des parts de chaque investissement, monthly, yearly? Quelle est la meilleure stratégie? Ce que je fais avec mes clients en général, c'est tous les 3 mois, quarterly. Hein, tous les 3 mois, comme ça détruit. Tous les mois, ça détruit. Enfin, encore une fois, si vous avez une stratégie. Si vous n'avez pas de stratégie, vous faites ce que vous voulez. Mais dans la stratégie que moi j'ai quand j'investis l'argent de mes clients, le faire tous les mois, ça ferait des disruptions dans la stratégie un peu trop importantes. Le faire tous les 3 mois, c'est pas mal. Hein, tous les 3 mois, régulièrement, on vire un quart de l'argent en France. Je le fais avec pas mal de mes clients. En général, ça marche bien. Et puis, il faut avoir, encore une fois, un fonds d'urgence. 6 mois à peu près de dépenses en cash. Est-ce que non-qualified deferred account est taxable en France? Euh, oui et non. Encore une fois, c'est différé. Donc, tant que vous ne retirez pas l'argent, il n'y a pas de taxe. Ce sera taxé aux États-Unis. euh, Ce sera taxé aux États-Unis, mais pas en France, potentiellement. Mais c'est pas taxé, enfin, c'est pas taxé sur les plus-values, c'est un compte retraite. Hein. Donc, un qualified deferred account, c'est juste que ça envoie, c'est différé, c'est comme un 401k un petit peu. Et enfin, après, il y en a plusieurs types. Mais quand vous retirez l'argent, c'est taxé aux États-Unis, mais effectivement pas en France. Conseillez-vous des structured notes pour la retraite par capitalisation? On peut utiliser des structured notes. À voir le type de structure note, à voir si c'est vraiment intéressant. Parce que le problème avec les structure notes, c'est que quelquefois, on se rend compte que si on n'avait pas investi dans la structure note, on aurait fait les mêmes gains et plus liquides. Donc, il faut vraiment
bien regarder la structure note. Faut vraiment, mais juste structure note pour les retraites, c'est comme si vous me disiez, est-ce que je dois investir dans un fonds pour ma retraite? Ça dépend du fonds. Ça dépend de la structure note. La structure note, c'est un produit moins complexe que la life insurance, mais relativement complexe, mais qui est intéressant dans certains cas. Peut-on continuer à travailler aux US et recevoir la retraite française en même temps? Oui, ouais, c'est tout à fait possible. Merci pour le webinaire, de rien. Pouvez-vous élaborer sur les plus-values latentes des assurances vie et la fiscalité? J'ai la double nationalité, j'ai plusieurs assurances vie en France depuis plus de 15 ans. Donc en fait, c'est simple. C'est pas forcément le fait que ce soit une assurance vie, c'est ce qui est à l'intérieur de l'assurance vie. Donc s'il y a des obligations à l'intérieur de l'assurance vie, il n'y a rien qui se passe. S'il y a ou pas grand-chose. S'il y a des fonds multi-supports, des unités de compte, etc., bah, ces fonds, ils vont grossir avec le temps. Bon, ils vont pas beaucoup grossir parce que c'est de l'assurance vie, en général, ça rapporte pas beaucoup, mais ça, c'est un autre problème. Donc, vous allez regarder le fonds et chaque année, chaque fin d'année, normalement, il faut déclarer les plus-values que vous avez fait sur ce fonds-là, hein, par ligne. Vous avez fonds 1, fonds 2, fonds 3. Le fonds 1, combien vous avez fait de plus-value latente, somme au 1er janvier, somme au 31 décembre. Donc, le fonds, il était à 100 dollars au 1er janvier, 120 dollars au 31 décembre, les 20 dollars à déclarer ici comme PFIC, Passive Foreign Income Corporation, taxé à 37%. Voilà. Et l'année suivante, la même chose. L'année suivante, la même chose. L'année suivante, la même chose. Quelle est la différence entre un after-tax 401k versus un Roth 401k versus un Roth IRA? Un after-tax 401k, c'est en plus du Roth 401k. Donc, tout ce qui est 401k, c'est lié à votre employeur. Tout ce qui n'est pas 401k, c'est pas lié à votre employeur. Donc, dans le 401k, un after-tax 401k, vous pouvez mettre 46 000 dollars dessus, en plus des 23 000 dollars que vous pouvez mettre dans un Roth 401k. Toujours après taxe, mais c'est pas la même chose. Okay. Un Roth IRA, c'est pareil, vous pouvez mettre jusqu'à 7 000 dollars quand vous avez moins de 50 ans, 8 000 dollars quand vous avez plus de 50 ans. Et ça, c'est complètement séparé. C'est pas lié à votre 401k. Mais beaucoup de confusion aussi sur ces différents comptes. Je suis franco-américaine, mais songe à quitter les US pour ma retraite. Aucune retraite française, seulement 401k et RA immobilier. Quelles sont vos recommandations pour préparer ce départ? Ça dépend dans combien de temps vous partez. Regardez mon webinaire sur les retours, euh, sur les retours en France, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Vérifiez que vous pouvez prendre votre retraite. C'est le minimum. Vérifiez que vous avez suffisamment d'argent par rapport au budget que vous voulez avoir pour que vous ne soyez pas à court d'argent pendant votre retraite. Il me manque 56 trimestres pour retraite à taux plein à 67 ans. J'ai 59 ans. Et depuis 6 ans aux USA sans cotiser à CFE, que faire? Acheter des trimestres comment? Non, vous pouvez pas racheter, enfin, vous pouvez racheter des trimestres si vous voulez, hein, mais c'est limité à 12 trimestres maximum, donc ça ne va pas changer grand-chose. Si vous manquez 56 trimestres pour retraite à taux plein à 67 ans, prenez pas une retraite à taux plein et essayez d'économiser d'ici 67 ans. Vous avez encore 8 ans. Donc là, faut que vous fassiez faut que vous regardiez faut faire un bilan financier. Faut regarder combien vous voulez à la retraite et est-ce que c'est possible d'avoir ça? Combien vous allez économiser à partir de maintenant? Est-ce que c'est possible d'avoir ça ou pas? Si ce n'est pas possible, il faudra travailler jusqu'au bout. Hein, vous n'aurez pas le choix. Quelle solution quand on est small business owner? Solo 401k, moi je suis small business owner aussi. Solo 401k, Roth IRA, tous ces trucs-là, absolument indispensables. Et puis très très pratique parce que quand on est business owner, on peut faire plein de trucs qui ne sont pas accessibles. On peut mettre jusqu'à 69 000 dollars dans un 401k, les business owner, et déduire une grosse partie de ça, ce truc-là. Donc, vachement intéressant. Je fais du consulting via ma LLC, puis j'ouvrais un solo 401k? Oui. Roth IRA? Oui. Est-ce qu'il y a cotisation à la retraite possible avec ma LLC? Oui. Tout ça, la réponse est oui. Ce serait trop long à expliquer, mais encore une fois, solo 401k, Roth IRA, tous ces trucs-là, vous pouvez faire. Hello, avec un livret A, un taux où le taux est à 3%. Waouh, 3%. Pas taxé, pas taxé, par contre, hier, c'est exactement, c'est 5%, mais taxé, du coup, vaut mieux garder un livret A jusqu'à 20K. Ah, Gélis, elle n'a pas écouté ce que j'ai dit. Le livret A est taxé. Il n'est pas taxé en France, il est taxé aux États-Unis. Ah. Donc non. Donc non. Non. Vaut mieux pas garder un livret A. En plus, il y a le problème du taux de change, etc. Non. Le livret A, il est taxé aux États-Unis. Bah ouais, c'est la mauvaise nouvelle. Est-ce que la Social Security est imposable en tant que résidente en France?
et citoyenne française. Que la Social Security est imposable? Qu'est-ce qu'à la retraite? C'est une bonne question. Il me semble que non. Elle doit être déclarée. C'est des revenus. Mais il me semble que non. Je peux me tromper là-dessus. À vérifier. Nous sommes mariés et tous les deux citoyens US et français. Mon mari souhaite rentrer en France pour la retraite et moi rester aux USA, proche de mes enfants. Ok. Nous avons un arrêt, une pension du gouvernement USA et des propriétés immobilières dans les deux pays. Quels sont les pièges à éviter? Tout ce qui est transmission du patrimoine. Il va falloir faire très attention à ça. Parce que si votre mari habite en France, si lui meurt, ça sera soumis à la loi sur les successions françaises. Si vous mourrez, ça sera soumis à la loi sur les successions américaines. Donc 100 000 euros par adulte par enfant côté français, 13,6 millions côté américain. Donc tout ce qui est transmission du patrimoine, là, va falloir faire un certain nombre de choses. Faire une donation dernier vivant aussi. Enfin, il y a un certain nombre de choses à faire là-dessus avec un notaire en France pour mettre les choses en place correctement côté français. Euh, ouais, donc attention à ça. Surtout la partie française qui pose problème. Si j'hérite d'une somme d'argent en France, puis je la transfère aux USA pour l'investir en France, et à partir de quel moment l'IRS va poser des questions? L'IRS va pas poser des questions. À partir du moment où si vous héritez une somme en France, vous la déclarez, si c'est plus de 100 000 dollars, vous devez faire un formulaire 3520 pour le déclarer à l'IRS. C'est tout. C'est uniquement déclaratif, il n'y a pas d'impôt. Alors, Anonymous Attendee, pour investir aux USA, pas en France, il faut me donner le contexte parce que là, j'ai eu plein d'Anonymous Attendee, donc je sais pas à quoi ça correspond. Ma carte vitale ne fonctionne plus, la mienne non plus. Je suis toujours m'affilier au CFE, je viens d'arriver, mais ma carte vitale était désactivée tout de suite. Je suis française, les US sont mon troisième pays, donc il me faut la CFE. La carte vitale et la CFE, c'est deux choses différentes. Carte vitale, il y a des confusions là. La carte vitale, c'est pour la santé, pas pour la retraite. À moins que vous parliez de la CFE santé. Là, c'est différent encore. Mais là, il me faut plus d'informations, Kate. Merci Guillaume de rien. Quel IR savings recommandez-vous? Ce que je recommande en ce moment à mes clients, c'est Betterment Cash Reserve, c'est à 5%, pas trop mal. Il y a différentes choses, hein. Il y a les savings account, high yield savings account à 4%, à 5% en Betterment Cash Reserve. Il y a des ETF, hein, des fonds comme SGOV, SGOV, où là c'est 5,3%. C'est basé sur des bons du Trésor américain, non taxable au niveau étatique, taxable au niveau fédéral. Puis après, il y a un ETF qui s'appelle BOX, BOXX, où là c'est capital gain. Hein, à 5,7%, c'est uniquement du capital gain, donc il n'y a pas d'impôt tant que vous ne revendez pas. Il y a différentes possibilités, hein, sur les investissements à court terme. Merci pour ce séminaire très intéressant, de rien. J'hésite à devenir américain avant mon retour aux USA. Il y a un inconvénient majeur à devenir américain? À mon avis, non. Mon patrimoine est un tiers aux USA et deux tiers en France. Là, il y a un inconvénient. Il faut voir si c'est deux tiers de patrimoine en France. Est-ce que c'est de l'immobilier? Est-ce que c'est autre chose? Il faut voir aussi si ouais, le fait que vous ayez votre patrimoine en France, la majorité de votre patrimoine en France, je penche plutôt pour ne pas prendre la nationalité américaine. La nationalité américaine, c'est intéressant si vous avez la majorité de votre patrimoine aux États-Unis. Il faudrait que j'en sache plus. Là, c'est vraiment cas particulier. Thanks for the webinar. You're welcome. Assume I'm a dual national. I die in the US and I'm US citizen, US resident at time of death. All assets in a trust. Do my French national beneficiaries receive a lump sum payout from my 401k or not? Or do they pay the US tax on it? Is it best to name the trust as the 401k beneficiary? Alors, il y a plusieurs choses là-dessus. Donc oui, les bénéficiaires en France reçoivent l'argent du 401k, absolument. Il n'y a pas de taxe US jusqu'à 13,2 millions de dollars, 13,6 millions de dollars. Donc à moins que vous ayez plus de 13,6 millions de dollars de patrimoine, c'est assez rare, il n'y a aucune taxe, rien du tout. Est-ce que c'est mieux de nommer le trust comme 401k? J'irai même plus loin. À partir du moment où vous avez un trust, vous devez le nommer comme bénéficiaire partout, après votre époux ou épouse. Mais après, ça doit être le trust. C'est ce qu'on fait avec mes clients quand quand on fait un trust avec les avocats. Après, une des étapes, c'est de mettre le trust comme bénéficiaire partout après votre femme ou votre époux ou épouse.
Les retraites à Gircasco sont-elles aussi proratées en fonction du temps travaillé en France? Il me semble que oui. Euh, Binational. Quoi avoir dans une assurance vie en France pour ne pas avoir de papier à faire ici? Rien. Des obligations, des fonds en euros, ça limitera les papiers. Vous, vous conseillez souvent wise.com pour toucher notre retraite US en France. Peut-on utiliser wise.com au lieu de faire transférer notre retraite sur un compte français? Quels avantages avec Wise? Oui, vous pouvez utiliser wise.com au lieu d'un compte français. Hein, c'est ce que je fais. Euh, Wise, c'est le taux de change quasi imbattable. Hein. Il y a peut-être mieux, un peu mieux, mais Wise, c'est après quand vous devez transférer les dollars en francs, en euros, en francs, je sais pas, en France, j'allais dire, en euros, le taux de change est excellent en général. Donc c'est ça. Et puis c'est tout est en ligne, il n'y a pas de frais. Enfin, c'est tout simple. Hein, il n'y a pas de complications. C'est pas mal. Sur un ARS, j'ai une partie qui a été contribuée en after tax. Cela aurait-il du sens de convertir cette partie after tax de l'ARS en Roth? Il n'y aura pas de taxe pour la conversion correcte. Absolument. C'est c'est- c'est ce qu'il faut faire. C'est même pas ça a du sens, c'est absolument ce qu'il faut faire. Il y a zéro raison pour avoir une contribution after tax dans un IRA. Il faut absolument le convertir en Roth IRA, cette partie after tax. Après, il y aura des impôts. Après, c'est plus compliqué que ça, il y a plus de subtilités, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tous les gains, ils seront taxés. Par contre, les gains que vous avez fait si c'était investi dans l'ARA, ils seront taxés. Et puis après, si vous avez d'autres ARA, il faut faire attention parce qu'il y a des rollover ARA, des choses comme ça, parce qu'ils sont pris en compte dans la totalité. Donc, c'est beaucoup plus compliqué votre question que ça a l'air. Mais le truc de base, c'est oui. La réponse est oui. Bonjour Guillaume, merci encore pour tous vos conseils. De rien. Actuellement, nœud 2 aux US, j'ai gardé une assurance vie en France et j'ai un compte Vanguard ici. Selon vous, serait-il pertinent de transférer 90% de mon assurance vie française sur Vanguard? Absolument. Absolument. Si vous ne partez pas dans les 2 ou 3 ans, si vous comptez encore rester aux États-Unis encore un bon moment, absolument gardez 500 euros, 1000 euros sur votre assurance vie et transférez l'argent ici. Merci beaucoup pour ce webinaire très très intéressant. Bonne fin de journée. Merci à vous, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Hein, c'était presque 2 heures. Bravo. Euh, et puis, n'hésitez pas encore une fois à me poser vos questions, guillaume@wefinancial.com. Si vous avez 2 ou 3 questions dans la limite du raisonnable, sinon je vais me retrouver avec des dizaines de questions. Mais il n'y a pas de problème, j'essaie d'y répondre assez rapidement de toute façon. Et puis, mon site internet, j'ai un blog avec des articles en français pour les Français aux États-Unis. Donc, n'hésitez pas aussi à y aller. Tout ce que je vous ai dit là, c'est éparpillé sur mon blog à droite à gauche. Voilà, merci à tous. Bonne fin de semaine.